Bonjour à tous, mon nom est Gabriel Gagnon-Turcotte. C'est moi qui est en charge de faire la capsule de cette semaine qui va porter sur le filtrage numérique des signaux biologiques. Je vais partager tout de suite mon écran, ça sera pas long. Donc, le plan du cours ou de la capsule, dans le fond, on va commencer par parler de filtrage numérique de signaux biologiques. Ensuite, une fois qu'on a filtré les signaux, que nos signaux sont propres, on va parler de détection numérique de potentiels biologiques. C'est important que les signaux soient bien filtrés avant de pouvoir détecter des potentiels biologiques. On va avoir différentes techniques de détection de potentiels, des techniques, par exemple, basées sur le seuillage, basées sur des opérateurs d'énergie ou encore basées sur des convolutions. Ensuite, on va discuter de la compression numérique de potentiels biologiques. Donc, maintenant, dans les systèmes embarqués, où on enregistre des potentiels biologiques, donc on peut transmettre les données sans fil. Et les transmetteurs sans fil ont leur lot de problèmes. Donc, par exemple, une bande passante qui est très, très limitée. Donc, souvent, ce qu'on veut faire, lorsqu'on a plusieurs signaux qui proviennent de plusieurs capteurs ou quand on échantillonne un taux d'échantillonnage très élevé, qu'on a un gros débit de données, on va vouloir compresser finalement nos potentiels détectés ou compresser le signal en entier avant de le transmettre sur un lien sans fil basse consommation énergétique. Donc, c'est une technique qui est couramment utilisée, qui est classique. Donc, on va voir quelques techniques, dont la technique Compress Sensing, qui est une technique de plus en plus populaire pour compresser les signaux. On va aussi voir une technique basée sur les transformer en ondelettes. Puis, je vais terminer avec finalement le classement numérique des potentiels biologiques, qui est un autre champ de recherche, je dirais, qui est de plus en plus populaire. Là. Donc, on va, par exemple, acquisitionner des signaux biologiques, là, peu importe, ça peut être des signaux cardiaques, ça peut être des signaux neuronaux, des signaux musculaires. On va les acquisitionner. On va faire une détection de potentiel. Donc, par exemple, dans les signaux neuronaux, on va détecter des potentiels d'action. Puis, ce qu'on va vouloir faire, si on a plusieurs potentiels d'action avec des formes différentes, on va vouloir associer les potentiels d'action qui ont des formes similaires entre elles. Puis, entre autres, ça pourrait nous permettre d'estimer, par exemple, combien de neurones proches du site d'enregistrement. On pourrait savoir quand ces neurones-là sont actifs, par exemple, avec le classement numérique des potentiels biologiques. Donc, on débute par le filtrage numérique embarqué. Donc, j'ai un postulat à faire. Les signaux biologiques, règle générale, dans les systèmes embarqués, vont être filtrés analogiquement avec des filtres très simples. Souvent, c'est des filtres d'ordre 1 ou des filtres d'ordre 2 parfois, mais souvent, c'est des filtres d'ordre 1. Donc, ce qui est fait la plupart du temps, c'est qu'on va minimiser en fait le nombre de composantes qu'on a dans le système embarqué, le nombre de résistances, de condensateurs, de circuits intégrés. Donc, on fait un filtre, par exemple, d'ordre 1. Puis, on ne veut pas avoir d'aliasing, donc de recouvrement spectral dans les signaux qu'on enregistre. Donc, ce qu'on va faire, vu que notre filtre est moyen, on va échantillonner le signal d'intérêt à une fréquence beaucoup plus élevée que la fréquence normalement minimum requise pour ce type de signal-là. Donc, vous connaissez le critère de Nyquist. On ne veut pas avoir de recouvrement spectral, donc il faut échantillonner un minimum de 2 fois la fréquence, 2 fois le contenu fréquentiel d'intérêt qui nous intéresse. Donc, si, par exemple, on veut cibler un signal biologique qui va jusqu'à 500 Hz, donc une bande passante de 500 Hz. Donc, on peut concevoir un filtre d'ordre 6, d'ordre 7, d'ordre 8 analogique qui va nous faire une belle filtration qui va couper flush à 500 Hz, mais ça demanderait beaucoup de ressources. Bon, si on ferait ça, on pourrait échantillonner à 1 kHz, on serait correct. Alors que si on y va avec un filtre plus simple, la technique souvent qui va être plus implémentée, ça va être d'avoir une fréquence de coupure peut-être un petit peu plus bas que 500 Hz dans l'exemple que je donne, par exemple 450 Hz. Puis là, avec un filtre d'ordre 1, on aurait par exemple une fréquence on aurait une atténuation de 20 dB par décade. Donc, on aurait probablement, en fait, du recouvrement spectral si on échantillonne à 1 kHz. Alors, l'idée, ça serait d'échantillonner à un taux plus élevé, disons 2 kHz, 3 kHz, pour éviter le recouvrement spectral. En faisant ça, on déplace, grosso modo, la complexité du domaine analogique au domaine numérique. Okay. En faisant ça, ça nous donne certains avantages. Dans le domaine numérique, après ça, on peut appliquer un fil beaucoup plus complexe. On peut sous-échantillonner le signal par la suite pour retrouver un taux, finalement, d'échantillonnage plus bas. Qui pourrait être transmis sur un lien sans fil, par exemple. Donc là, ici, je donne un petit exemple d'un signal ECG là, que j'ai enregistré sur moi tout à l'heure. C'est un ECG qui a été enregistré avec les doigts, donc ce n'est pas un ECG qui est enregistré avec des fils sur le torse, par exemple. Donc, ça a été enregistré avec les doigts de la main. Donc, ce genre de signal ECG-là a la propriété d'être très bruiteux. Je trouvais que c'était un exemple qui était tout à fait approprié. Donc, on voit un signal ECG qui a été échantillonné ici à 1 kHz.
mais qui a été filtré analogiquement avec une fréquence de coupure passe-bas de 100 Hz. Okay, donc, l'ECG, capté avec les doigts, un contenu fréquentiel d'intérêt, je dirais, jusque dans les alentours de 100 Hz, peut-être même un peu plus bas que ça. Donc, on voit que même filtré à 100 Hz, j'ai quand même beaucoup de bruit ici, haute fréquence. Mais heureusement, vu que j'ai suréchantillonné une fréquence plus élevée, dans ce cas-là, 1 kHz, ben, je vais être capable de me débarrasser de ce bruit-là sans avoir de recouvrement spectral. Donc, ça, c'est un des avantages. Donc, ça ici, c'est le signal que j'ai, en fond, que je vous ai présenté à la diapositive précédente, mais que j'ai filtré, donc que j'ai acquisitionné via un circuit très simple avec un fil de passe-bas d'ordre 1. Je l'ai acquisitionné à 1 kHz. Ensuite, j'ai appliqué un fil de passe-bas numérique avec une fréquence de coupure de 30 Hz. On voit que le signal est beaucoup plus propre. La plupart des éléments d'intérêt de mon ECG sont présents. Là. On peut voir pratiquement le complexe PQRST des signaux ECG. Donc, c'est très bien. Donc là, bon, pour l'exemple, j'ai filtré ici avec une fréquence de coupure d'à peu près 30 Hz et j'ai utilisé simplement un filtre moyenneur. C'est pas un filtre sorcier. On prend une fenêtre temporelle, on fait la moyenne des échantillons sur cette fenêtre-là. Ensuite, on décale la fenêtre temporelle d'un échantillon, on fait la moyenne, et ainsi de suite. Donc, mon signal au départ, je l'ai acquisitionné à 1 kHz, filtré avec un fil de passe-bas analogique d'ordre 1. Je l'ai filtré avec avec un fil moyenneur, avec une fréquence de coupure d'une trentaine de Hertz. Ensuite de ça, j'ai sous-échantillonné mon signal. Donc, maintenant qu'il a été filtré, je peux le sous-échantillonner. Donc, je suis passé d'un taux de 1 kHz d'échantillonnage à un taux de 100 Hz. Puis, bon, on peut voir dans cette diapo-là un petit peu le flow, le signal original bruité suréchantillonné. Ensuite, on a le signal filtré qui est toujours suréchantillonné. Donc, j'ai juste appliqué un filtre moyenneur. Et ensuite, je fais ma décimation. Et au final, je me retrouve avec un beau signal bien propre qui a une fréquence d'échantillonnage de 100 Hz, qui n'a pas de recouvrement spectral, rien de ça. Donc, un beau signal ECG. Donc, lorsqu'on fait de la collecte de signaux biologiques là, avec un système embarqué, là, il est souvent souhaitable de filtrer les signaux directement dans le système embarqué. Okay. Des fois, on peut avoir l'envie, en fait, de recueillir les signaux de notre système embarqué. On les transmet sans fil, puis on veut filtrer, par exemple, dans un ordinateur à l'externe. Donc, c'est mieux, je dirais, lorsque c'est possible, de filtrer dans le système embarqué pour les raisons qui sont énumérées ici. Donc, si on fait le filtrage dans le système embarqué, ben, c'est facile après ça de faire de la décimation avant de transmettre les données, comme dans l'exemple que je viens de vous faire. Donc, on acquisitionne, on filtre, on décime, puis ça fait moins de données à transmettre sur la ligne sans fil. Donc, on consomme moins d'énergie. Donc, si les signaux ne sont pas filtrés puis sont transmis sur le lien sans fil, puis il y a des pertes de données, donc si on ne filtre pas, on transmet les données, puis on reçoit des données puis il y a des pertes, donc on a perdu des paquets de données dans le chemin, c'est possible que ça arrive. Ça arrive souvent d'ailleurs avec des liens de transmission faible consommation d'énergie, comme le Bluetooth par exemple. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'au niveau de la station de base, au niveau du PC qui reçoit les données, il va y avoir des trous où il n'y aura pas de données, puis lors de la reconstruction, il va y avoir des glitches qui vont apparaître, en fait, lors de la reconstruction, pardonnez-moi, mais lors du filtrage. Donc, on a notre signal, il y a des trous dans le signal parce qu'il y a eu des pertes de données. Ensuite, on applique un filtre sur ce signal-là où il manque des données. Bon, nécessairement, il y a des glitches aux endroits qui manquaient des données qui vont apparaître, ce qui n'aurait pas été le cas si vous auriez filtré dans le système embarqué directement avant de transmettre. Donc, ici, j'ai un exemple de qu'est-ce que je veux dire. Là, j'ai de façon artificielle retiré des données de mon signal. Donc, ça, c'est le signal brut ECG. Je retire des données. Ensuite, je colle les deux bouts de signal ensemble parce que les données ici, là, je ne les ai pas. Là. Je le colle, j'applique un filtre, puis on voit très bien qu'il y a un glitch qui est apparu à cet endroit-là parce qu'il y a une discontinuité entre quelques échantillons où il y a eu des pertes de données. Donc, ça crée une espèce de phénomène transitoire causé par le filtre. Donc, bref, c'est une autre bonne raison de filtrer dans le système embarqué. Alors que si on fait ça, on transmet les données puis il y a des pertes, mais c'est pas grave. Là. On n'aura pas les glitches qui vont apparaître parce qu'on ne refiltre pas sur le PC quand les données sont reçues. Bon, c'est ça. Puis aussi, le troisième point qui est important, c'est que si on applique notre filtre numérique dans le système embarqué, ça nous permet aussi de faire d'autres traitements dans le système embarqué qui n'auraient pas été possibles sans appliquer le filtre. Donc, par exemple, on peut faire de la détection de potentiel biologique, on peut détecter une fréquence cardiaque, par exemple. Avec le CG très bruité, on peut le faire aussi. C'est juste que c'est plus compliqué. Si on fait une transformée de Fourier rapide, par exemple, on va avoir toutes sortes de contenus fréquentiels ou haute fréquence. Alors que si on a appliqué le filtre, on va voir la fréquence cardiaque apparaître de façon beaucoup plus prononcée. Donc, c'est
3 bonnes raisons, je dirais, là, lorsque c'est possible de le faire, de filtrer directement dans votre système embarqué. Ouais, il y a une erreur classique. Là, je vous parle de filtre depuis tantôt, mais il y a une erreur classique que je vois quand on a des stagiaires au laboratoire ou quand on a des finissants qui font des projets. Il y a peut-être quelque chose qui est mal compris sur comment on fait pour filtrer des signaux avec des filtres à réponse institutionnelle finie, des filtres FIR. Comment on fait pour filtrer un signal qui rentre en temps réel, puis on veut le filtrer en temps réel. OK? Quand vous faites des cours de traitement de signaux, comme par exemple le cours de SSD, que les gens de génie électrique et génie informatique font, quand vous faites ce genre de cours-là, ce qu'on vous montre la plupart du temps, c'est comment appliquer des filtres FIR sur un signal fini. On a un signal de durée X, on applique le filtre sur ce signal de durée X-là, voilà, notre signal est filtré. Mais là, dans un système embarqué, c'est différent. On a les données qui rentrent en continu. On n'a pas un signal qui a un début puis une fin. Le signal va avoir un début quand on parle de système, mais il n'y a pas de fin. Les données continuent à rentrer. Donc, comment on fait pour filtrer avec un filtre FIR correctement? Donc, l'erreur classique, c'est de prendre des fenêtres temporelles. Ici, les sections que j'ai séparées par des lignes pointillées pourraient être des fenêtres temporelles, par exemple. Puis, on applique un filtre sur ces fenêtres temporelles-là. Donc, on applique un filtre, on garde que la partie valide de la sortie de notre convolution avec le filtre FIR. Donc, on a notre fenêtre temporelle, on fait une convolution, on garde la partie valide, puis on colle comme ça les fenêtres filtrées, une après l'autre. En fait, on ne les colle pas, là, on les transmet, par exemple, sur un lien sans fil, ou on les laisse analyser. Bon, ça, c'est la méthode mauvaise, à ne pas faire. Il faut faire attention, parce que quand on filtre une fenêtre temporelle, malheureusement, il y a une période transitoire au début de notre filtre, il y a une période transitoire à la fin de notre filtre. Même si on garde seulement la portion valide de notre convolution, on va quand même avoir cette portion transitoire-là, puis on va voir dans notre signal, lorsqu'on recolle les fenêtres temporelles filtrées une à côté de l'autre, on va avoir des glitches, des petites discontinuités aux extrémités de notre fenêtre. Donc, ici, j'ai mis un exemple. Là, en bleu, ici, c'est le signal en fait, qui a été filtré avec cette technique-là, où on appliquait notre filtre FIR sur chacune des fenêtres qu'on collait. On voit des petits glitches ici. Là. En orange, c'est le signal original. Donc, on voit ici en bleu des petits glitches à plusieurs endroits. Ça, c'est causé par le filtrage. Donc, ça, c'est une erreur à ne pas faire. Donc, quand on applique un filtre FIR sur des fenêtres de signaux temporels, donc si vous implémentez un filtre FIR dans votre système embarqué, vous enregistrez un ECG, des signaux musculaires, par exemple, le filtre FIR, ça peut être très performant, c'est des très bons filtres, là. Donc, mieux vaut avoir un buffer plus grand. Donc, on a une certaine taille de fenêtre, que j'appelle un buffer. Mieux vaut prendre le plus d'emplacement en mémoire. Donc, l'idée, c'est de prendre, en fond, N-1 résultats supplémentaires dans notre buffer. Donc, on a la taille de notre buffer. On rajoute N-1 éléments dans notre buffer. N-1, c'est le nombre de coefficients du filtre. Donc, on désigne un filtre FIR, le filtre a une certaine quantité de coefficients. Donc, on va prendre la taille de notre fenêtre plus N-1 coefficient. Donc, pour que notre signal filtré soit filtré parfaitement lorsqu'on met les fenêtres bout à bout, donc, l'idée, c'est d'additionner les N-1 éléments filtrés de la fenêtre précédente. Okay? On a une fenêtre, on filtre. En fait, on fait une convolution avec un filtre FIR. La convolution va nous générer plus d'éléments. Va nous générer plus d'éléments que notre fenêtre originale. Dans le fond, ça va nous générer N-1 éléments au début de la fenêtre temporelle, puis un autre N-1 élément à la fin de la fenêtre temporelle. Donc, l'idée, c'est d'additionner les N-1 derniers éléments de la fenêtre précédente au N-1 premier élément de la nouvelle fenêtre qui vient d'être convolue. Donc, clairement, ça rajoute de la complexité. Mais on n'a pas le choix si on veut que la reconstruction de notre signal soit parfaite lorsqu'on met les fenêtres bout à bout. Donc, ici, visuellement, je pense que c'est quand même assez facile à comprendre. Ici, on a une fenêtre qu'on a filtrée. Donc, la fenêtre qu'on a filtrée va nous donner N-1 éléments au début transitoire, N-1 à la fin transitoire. Donc, ce qu'on va faire, les N-1 derniers éléments ici de la fenêtre précédente, on les additionne aux N-1 éléments de la fenêtre suivante, qui vient d'être filtrée. Et puis, tout ça, si on met tout ça ensemble, ça nous donne finalement nos deux fenêtres temporelles filtrées, sans le problème de glitch qu'on aurait eu ici, dans le milieu, si on avait juste collé les fenêtres sans effectuer cette étape d'addition ici qui est cruciale. Donc, c'est bien important de comprendre comment on fait pour filtrer avec un filtre FIR d'une certaine longueur, avec des fenêtres temporelles de signal. Donc, la technique, c'est celle-là. S'il vous plaît, ne
collez pas des fenêtres filtrées bout à bout sans tenir compte des régimes transitoires au début et à la fin de votre filtrage, de votre convolution. C'est très important. Donc, les filtres FIR sont super intéressants parce qu'une phase linéaire, on peut générer des filtres d'ordre très élevé. Par contre, dans les systèmes embarqués, c'est pas toujours ce qui est le plus idéal. Donc, pour la simple et bonne raison que des filtres FIR requièrent de faire des convolutions. Plus notre filtre est grand, meilleur, il va avoir des meilleures performances, mais ça va être beaucoup plus complexe pour le microprocesseur, pour le microcontrôleur, de gérer la convolution et ensuite de gérer finalement l'addition des fins de fenêtres et des débuts de fenêtres que j'ai parlé dans la diapositive précédente. Donc, ça demande une certaine gestion, ça demande de gérer des buffers en mémoire, donc c'est beaucoup plus complexe. Et souvent, les coefficients des filtres FIR, souvent pour ne pas dire tout le temps, les coefficients sont des nombres à virgule flottante, ce ne sont pas des entiers. Donc, effectuer des opérations avec des nombres à virgule flottante dans les systèmes embarqués, souvent, c'est à éviter. Donc, si vous pouvez le faire, tant mieux, faites-le. Si votre microprocesseur dans votre système embarqué, avec lequel vous enregistrez vos signaux biologiques, est super puissant, c'est correct. Mais dans la plupart des cas, on ne peut pas. Donc, on a des microcontrôleurs qui font que des additions, que des soustractions, qui n'ont même pas de module de multiplication des fois, parce que ici, le critère, c'est la consommation énergétique, c'est la taille. Donc, dans ce cas-là, on oublie les filtres FIR. Il faut se tourner vers les filtres IIR, donc les filtres à impulsion infinie. Donc, c'est une alternative aux filtres FIR. Donc, il y a des avantages à utiliser les filtres IIR. Donc, ici, je donne un exemple très simple. C'est un filtre qui réalise une moyenne mobile qui permet de réaliser un filtre passe-bas très, très simplement. Donc, ici, l'équation, c'est simple. C'est l'élément filtré égale à l'élément filtré précédent fois n, grand N, n étant le nombre d'échantillons sur lesquels on veut calculer notre moyenne mobile, plus l'échantillon courant x de n, moins le nème échantillon précédent. Okay? Donc là, ici, ce filtre-là requiert d'avoir une structure de données en mémoire, par exemple, un buffer circulaire, une structure FIFO, donc first in, first out, pour garder en mémoire les n derniers échantillons qui ont été capturés par le système. Donc, on fait cette opération-là, puis après ça, on divise par grand N, qui est le nombre d'éléments dans notre fenêtre mobile. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est que, bon, on a une seule multiplication par n, une seule division par n, on a une addition puis une soustraction, puis il faut gérer une petite structure de données. Là, vous allez me dire, ouais, mais tu as dit précédemment qu'un des désavantages des filtres FIR, c'était qu'on faisait une multiplication, on faisait des multiplications, il fallait éviter ça. C'est vrai. Mais là, ici, on peut tirer avantage de certaines propriétés des nombres binaires. Entre autres, si on fait une multiplication par un nombre qui est une puissance de 2, eh bien, la multiplication, c'est facile, c'est tout simplement un décalage de bits vers la gauche. Alors que si on fait une division, c'est un décalage de bits vers la droite. Donc, un exemple, si on prend n égale 128. Okay. Donc, ici, l'opération multipliée par n serait tout simplement de prendre y de n-1. On décale les bits de y de n-1 de cette position vers la gauche. Alors que la division, ça serait l'inverse, le décalage de cette position vers la droite. Donc, si on prend des n comme étant une puissance de 2, l'équation ici se simplifie de façon importante. Donc, voilà. Fait que si on fait ça, finalement, on a besoin de faire quelques opérations de décalage de bits, une addition, une soustraction, puis on gère une structure de données, par exemple, un buffer circulaire, pour gérer les n derniers éléments, les n derniers échantillons, pour ici aller chercher x de n moins grand N. Donc, ici, j'ai mis un exemple de diagramme de bas de la magnitude du filtre si on prend n égale 8. Donc, un avantage que je peux tout de suite mentionner en voyant ça, c'est qu'on réalise des notches de façon implicite. Okay? Donc, on voit ici qu'on a un notch à pi sur 2, ici on a un notch à pi sur 4, à 3 pi sur 4. Donc, il y a possibilité de tirer profit de cette caractéristique-là du filtre moyennaire si on veut éliminer une fréquence très spécifique dans notre circuit, dans notre système. Donc, si, par exemple, on veut couper le 60 Hz, c'est possible de le faire. On peut couper le 60 Hz gratuitement en appliquant un filtre moyennaire. En fait, il faut s'arranger pour que le 60 Hz tombe, la fréquence 60 Hz tombe sur un des notches. Mais c'est quand même un avantage, je dirais, qui est non négligeable. Un des avantages, ben, on le voit tout de suite, c'est pas le fil qui coupe le plus sec, là, clairement. Là. Ici, on voit qu'il y a une petite pente de filtrage, d'atténuation. Donc, c'est pas comme un filtre très fier, donc très élevé. Mais quand même, ça permet de réaliser une fonction de filtrage simplement. Ça fonctionne bien.
Donc, un autre type de filtre à réponse impulsionnelle infinie qui est couramment implémenté, c'est le filtre Notch DC. Donc, ça arrive souvent que le DC, il faut s'en débarrasser le plus tôt possible dans notre système, surtout lorsqu'on veut faire de la détection de potentiel biologique. On va en parler plus tard, mais lorsqu'on a un signal avec des potentiels qui arrivent de façon aléatoire, on veut détecter ces potentiels-là. Automatiquement, si on a un offset DC, puis si cet offset DC-là, il peut être inconnu, il peut changer dans le temps. C'est très difficile d'appliquer des seuils, des thresholds pour détecter ces événements-là. Alors que si on enlève le DC, c'est facile, tout est relatif à zéro. Donc, ça, c'est une des raisons pourquoi on voulait implémenter un notch DC. Mais des fois, c'est juste parce qu'on désire enlever le DC pour visualiser les signaux, puis c'est plus agréable si le DC n'est pas présent. Donc, l'équation est présentée dans la diapositive. C'est simple, c'est l'élément filtré, là, X de N, là, Y de N, pardon, est égal à l'élément échantillonné X de N, moins l'élément échantillonné précédent X de N moins 1, plus R fois Y de N moins 1. Ici, R, c'est un paramètre qui est compris entre 0 et 1. Donc, plus R se rapproche de 1, plus on va couper que le DC. Par contre, on augmente la constante de temps. Donc, notre filtre va prendre un certain temps avant de se placer, avant de complètement couper le DC. Donc, il y a une certaine période transitoire qui est plus longue, plus R se rapproche de 1. C'est toujours une histoire de compromis. Est-ce qu'on veut éliminer quand même quelques fréquences, basse fréquence, mais être plus rapide? C'est un compromis. Donc, en fait, avec le filtre Notch DC, oui, c'est un Notch ODC, mais on peut aussi réaliser un filtre passe-pot avec ce genre de filtre-là, tout simplement en jouant sur le paramètre, finalement. Donc, quelques caractéristiques intéressantes. On voit la fonction de transfert là, du filtre Notch ODC. Donc, évidemment, la fonction de transfert a un 0 ODC, donc quand Z vaut 1, ici, la fonction de transfert vaut 0. La fonction a aussi un pôle proche du DC, donc à Z égale R. Puis, évidemment, là, si on prend Z égale 0, donc la fonction de transfert vaut 1. Okay? Donc, si Z vaut 0, donc ça veut dire qu'on est à la plus haute fréquence, on est à pi radian par seconde. Donc, notre filtre vaut 1. Donc, c'est ça qu'on veut. On veut un filtre qui vaut 0 au DC, puis qui vaut 1 à pi radian par seconde. C'est ce que ce filtre-là nous permet d'obtenir. Donc, ici, j'affiche le diagramme de Bode, finalement, de la magnitude du filtre Notch DC. Ici, j'ai pris R vaut 0,985. Okay. J'ai pris cette valeur-là comme ça. C'est pas un chiffre magique qui va vous donner le meilleur filtre. Là. C'était juste pour vous montrer. Donc, on voit qu'on coupe complètement le DC, mais en même temps que ça agit un petit peu comme un filtre passe-bas. Là, on a une fréquence de coupure à moins 3 dB qui serait ici, là, qui serait probablement à 0,01 radian par seconde. Donc, on peut réaliser un filtre passe-haut avec ça. Mais bon, il faut faire attention parce que avec ce genre de filtre-là, la phase n'est pas linéaire proche du DC. Donc là, ici, je ne l'affiche pas la phase, là, mais la phase dans ces alentours-là, ici, là, elle serait non linéaire. Par contre, plus le filtre, finalement, plus que la magnitude est proche de 1, finalement, plus le filtre va avoir un comportement, la phase va avoir un comportement linéaire. Donc, le problème ici de linéarité de phase, c'est pour les très basses fréquences. Dans la plupart des applications, ce n'est pas un problème. Parce que de toute façon, ces fréquences-là, on veut les filtrer, fait que même si la phase n'est pas linéaire, dans cette gamme de fréquences-là, c'est pas un problème. Bon. Filtrer DC, c'est bien, mais c'est souvent insuffisant. Donc, par exemple, si on veut enlever du 60 Hz dans les signaux biologiques, tantôt, je vous ai dit qu'avec un filtre moyenneur, il y aurait moyen d'ajuster pour que les notches du filtre moyenneur arrivent au bon endroit, mais souvent, on ne peut pas faire ça pour toutes sortes de raisons, parce que notre fréquence de coupure de notre filtre moyenneur doit être à un certain endroit, puis les notches n'arrivent pas comme on voudrait. Donc, tu sais, comment qu'on ferait pour retirer le 60 Hz dans ce cas-là? Okay. Si le filtre moyenneur ne fait pas le travail. Puis si il y a d'autres fréquences qui nous intéressent autour de 60 Hz, mais c'est que le 60 Hz qu'on va enlever. Donc, même si, tu sais, des fois, on pense que juste en faisant un bon design de circuit imprimé, un bon design de PCB avec des bonnes pièces, on conçoit bien notre système, on pense qu'on est complètement immunisé contre le 60 Hz, mais je peux vous le dire en pratique du 60 Hz, il y en a tout le temps. On a beau essayer d'éliminer le plus possible, mais on finit toujours par en avoir un petit peu dans nos signaux. Donc, même si vous utilisez les meilleures pratiques de design, il va en avoir. Donc, savoir comment enlever cette fréquence-là, je pense que c'est un atout. Donc, il existe un filtre, finalement, à réponse impulsionnelle infinie, Notch, une topologie de filtre que vous pouvez régler pas juste pour le DC, là, cette fois-là, mais pour différentes fréquences, pour la fréquence qui vous intéresse.
Puis, ce genre de filtre-là, la propriété, c'est que ça coupe une fréquence spécifique. Ça ne touche pas beaucoup aux autres fréquences autour. Donc, ici, j'ai mis dans la diapositive la forme générale d'un filtre à réponse impulsionnelle infinie, du deuxième ordre. Donc, il peut être écrit comme ceci. Donc, si on veut bloquer une fréquence spécifique, que, pour les fins de la présentation, que j'appelle oméga n, WN, il suffit de prendre le numérateur de la fonction de transfert précédente, le numérateur ici, puis on l'égale à 0. Okay. Donc, on prend le numérateur, on l'égale à 0. Fait que ce qu'on veut, c'est que le numérateur va à 0. Donc, maintenant, si on remplace la fréquence WN, donc on veut que le numérateur va à 0 à cette fréquence-là. Donc, on remplace Z par E à la J oméga N. On remplace Z par E à la J oméga N. Donc, ça nous donne l'équation qui est ici. Puis, c'est la même équation que précédemment, juste que j'ai remplacé la fréquence par sa version exponentielle. Donc, c'est la même équation. Donc, pour que cette équation-là soit vraie, il suffit de prendre A égale E à la J oméga N. C'est tout. Donc, si on fait ça, notre équation est respectée. Là, c'est facile. On va trouver le paramètre A de notre filtre notch qu'on veut réaliser. Maintenant, on prend B comme étant on prend B comme étant le conjugué de A. Parce que si on ne fait pas ça, on va obtenir à la fin un paramètre B, par exemple, qui sera un nombre complexe. On ne veut pas ça. En fait, excusez-moi, on n'obtiendra pas B comme étant un nombre complexe, mais la formule finale va comprendre des nombres complexes, on ne veut pas ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend A comme étant E à la J oméga N, on prend B comme étant E à la moins J oméga N, donc on prend le conjugué. Donc, en faisant ça, donc on peut réécrire le numérateur. Donc, on peut juste remplacer A par E à la J oméga N, puis B par E à la moins J oméga N. Maintenant, si on effectue la multiplication, donc on obtient le terme qui est ici, puisqu'on a des nombres complexes. Mais là, ce qui est intéressant, étant donné qu'on a pris B comme étant le conjugué de A, on peut appliquer directement la formule, en fait, la relation d'Euler, qui lie finalement deux exponentielles à la même fréquence à un cosinus. Donc, on fait juste finalement remplacer le E à la moins J oméga N et le moins E à la J oméga N. On fait juste remplacer ça finalement par sa valeur en cosinus. Donc, ici, on obtient un nombre très élégant qui a, finalement, c'est pas on obtient une équation qui n'a aucun nombre complexe. Donc, ici, on n'a que des paramètres réels. Donc, on a 1 moins 2 cos à la oméga N, qui est notre fréquence de peu, okay? Plus Z à la moins 2. Bon, maintenant, ça, c'est pour le numérateur. Donc, ici, on a trouvé l'équation du numérateur pour respecter finalement l'équation qui était nommée ici. Donc, pour respecter le fait qu'on va avoir que notre numérateur vaut 0 à oméga N. Maintenant, pour le dénominateur, il faut choisir C et D de notre fonction de transfert originale pour que notre fonction de transfert égale à peu près à 1 pour toutes les autres fréquences autres que oméga N. Mais là, en fait, c'est pas trop sorcier. Là, ici, j'ai réécrit la fonction de transfert de tout à l'heure en remplaçant A puis B par les valeurs qu'on a trouvées. Ça, c'est la version ici en fréquence. Là. Donc, pour que cette fonction de transfert-là vale à peu près 1 pour toutes les autres fréquences autres que oméga N, c'est pas compliqué. Il suffit de prendre C à peu près égal à A et D à peu près égal à B. OK? Donc, je dis à peu près parce qu'il suffit de prendre R. Si je multiplie, en fait, C égale à R fois A, puis D égale à R fois B. Si on prend R très proche de 1, on va respecter ces critères-là. On va faire en sorte, finalement, pour les fréquences qui sont loin d'oméga N, notre fonction de transfert va valoir à peu près 1, ou proche, en tout cas très, très proche de 1. Donc, c'est ça. Fait que dans le fond, lorsqu'on a notre fréquence qui vaut oméga N, le numérateur vaut 0, et on a le dénominateur qui va valoir, parenthèse 1 moins R, fin de la parenthèse, fois, parenthèse 1 moins R. OK? Donc, on évite ici d'avoir une division par 0, donc aucune division par 0. Le numérateur vaut 0, alors que pour toutes les autres fréquences, ça peut se démontrer qu'on a finalement la magnitude de notre fonction de transfert qui va valoir à peu près 1, donc c'est ce qu'on veut. Donc, si on met au long notre dénominateur, donc ici, j'ai dit on remplace C par R fois A, puis D par R fois B. Donc, on obtient comme dénominateur cette équation-là ici. Ou encore une fois, c'est très élégant, on retrouve notre cosinus de tout à l'heure, on retrouve les mêmes termes, Z à la moins 1, Z à la moins 2, mais cette fois, il y a le terme R qui est apparu. Donc, ici, R, j'ai dit qu'il faut le prendre proche de 1.
Donc, c'est la même chose que pour le filtre notch DC. Donc, plus on prend R proche de 1, plus notre filtre notch va couper les fréquences très, 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 très proches de notre fréquence qu'on désire éliminer. Alors que si R est moins proche de 1, ce qui va arriver, c'est que notre notch ne va pas juste couper cette fréquence-là, mais va couper d'autres fréquences autour. Là. Donc, ici, vraiment, il faut choisir notre paramètre R avec parcimonie. Il faut bien y penser. Par contre, c'est le même phénomène que pour le filtre notch DC, c'est que si R est très grand, oui, pas très grand, excusez-moi, est très proche de 1. Si R est très proche de 1, oui, on cible une fréquence plus spécifique, mais on a comme problème, par exemple, que notre constante de temps de notre filtre est plus grande. Puis aussi, il y a des non-linéarités de phase qui apparaissent dans cette région-là. Donc, il faut faire attention, il faut choisir R avec parcimonie. Donc, la fonction de transfert de notre filtre notch, où on peut prendre la fréquence de notre choix, au final, c'est celle-là ici. Donc, dans un système embarqué d'acquisition de signaux biologiques, concrètement, vous allez réaliser l'opération qui est présentée ici, où on retrouve les termes qu'on avait tout à l'heure, mais là, ça a juste été écrit différemment. Donc, les termes, par exemple, moins 2 cos à la oméga n, moins 2 cos d'oméga n, ça, vous pouvez déjà le précalculer. C'est pas quelque chose que vous devez calculer à chaque fois que vous calculez y de n. Ça, cette valeur-là, c'est un coefficient que vous précalculez. Même chose pour 2r cos d'oméga n. Et même chose pour r carré. Donc, tous ces coefficients-là, vous devez les précalculer. C'est plus efficace comme ça. Là, vous appliquez la formule qui est ici directement. Donc, ça, c'est un autre exemple de diagramme de Bode, parce que ici, je l'ai conçu en fait pour couper la fréquence pi sur 2 radians par seconde, avec un R égal à 0,98. Puis, ouais, c'est ça. Fait que vous voyez qu'on coupe très bien la fréquence pi sur 2. Mais quand même, on voit qu'il y a certaines petites fréquences autour de pi sur 2 qui sont quand même affectées. Mais bon, si on prend R plus grand, plus proche de 1, en fait, là, mettons 0,99, 0,8999, bien, on va voir que ici, la région où les fréquences sont affectées va diminuer. Mais comme je disais, on augmente la constante de temps, puis aussi, c'est le déphasage dans cette région. Maintenant, passons à la détection numérique de potentiel biologique. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on voudrait faire de la détection de potentiel biologique dans un système embarqué. Donc, la première raison, évidemment, c'est pour réduire la quantité de données à transmettre. Donc, un exemple, je pense, qui parle par lui-même, c'est lorsqu'on fait de l'enregistrement de signaux neuronaux. Donc, les potentiels d'action, les spikes, vont se produire peut-être 1 à 20 du temps, ce qui fait que le reste du signal, en fait, va être que du bruit. Donc, souvent, on n'est pas intéressé à transmettre le bruit. Ça consomme de l'énergie de transmettre le baseline du signal bruité. Donc, il y a un intérêt ici de réduire la consommation énergétique, de réduire la quantité de données à traiter. Si on détecte les potentiels d'action et qu'on transmet seulement les formes d'onde de potentiel d'action. Donc, on voit ici un exemple, un signal original. Et ensuite, une fois qu'on a détecté les spikes, les potentiels d'action, c'est juste les formes d'onde qui nous restent, puis on a beaucoup moins de données à transmettre. Donc ici, évidemment, c'est un signal où il y a beaucoup de spikes, mais dans les faits, lorsqu'on enregistre de l'activité neuronale, il peut y avoir un spike à toutes les secondes, un spike à toutes les 2 secondes, tout dépendamment de la région où est-ce qu'on enregistre. Donc, le 1 à 20 du temps est pas mal toujours respecté dans ce cas-là. Donc, c'est le même phénomène si on enregistre des signaux musculaires ou si on enregistre des signaux cardiaques, par exemple. Donc, il y a une grande portion du signal qui est inutile. Donc, un autre avantage de faire de la détection de signaux biologiques, c'est en fait, c'est pour faire de la détection d'événements. Donc, par exemple, si on détecte les biopotentiels, ça peut être, par exemple, les signaux cardiaques. En les détectant, on est capable d'estimer, par exemple, c'est quoi la fréquence d'occurrence de nos potentiels cardiaques, donc de notre ECG. On peut estimer la fréquence cardiaque. On peut faire, par exemple, des détections d'arythmie. C'est qu'un exemple parmi d'autres. Donc, ici, par exemple, on a un signal cardiaque normal. Tout d'un coup, il se met à se faire de l'arythmie. Donc, on va détecter plus souvent des potentiels. Donc, notre système pourrait, à ce moment-là, détecter qu'il y a quelque chose de pas correct qui se produit, puis prendre une action ou notifier une personne. Donc, une troisième raison, maintenant, c'est pour faire de la rétroaction. Donc, maintenant, avec les interfaces humain-machine, on peut être intéressé de contrôler des prothèses robotisées, par exemple, avec une signaux musculaire, avec d'autres types de signaux biologiques. Donc, pour faire ça, c'est pas nécessairement toujours un requis, mais pour certains algorithmes, c'est un requis.
Donc, de détecter, par exemple, les contractions musculaires. Donc, quand on contracte le bras, détecter quel muscle est contracté et à quel moment. Ça peut nous aider à faire du contrôle de bras robotique. Donc, ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est utilisé aussi pour faire de la rétroaction. Donc, moi, pendant mon doctorat, un petit exemple que je peux vous donner comme ça, je détectais la présence de potentiel d'action dans le cerveau de souris, par exemple. Puis, l'idée, c'était, oui, de réduire la quantité de données à transmettre, mais surtout, c'était de prendre une rétroaction sur les potentiels d'action qui étaient détectés. Donc, si on détectait des potentiels d'action dans une certaine fenêtre temporelle, lorsqu'on en détectait une certaine quantité, on stimulait une autre région du cerveau en rétroaction à l'activité détectée. Donc, ça, c'est un exemple que je peux donner de rétroaction. Donc, pour détecter des signaux biologiques, il y a 3 algorithmes usuels qu'on retrouve dans la littérature. Les algorithmes basés sur le seuillage, donc soit un seuillage positif, un seuillage négatif du signal, ou un seuillage en valeur absolue. Donc, l'avantage de ces techniques basées sur le seuillage, évidemment, c'est qu'ils sont simples. Il y a des techniques basées sur l'énergie. Donc, une des plus populaires qu'on trouve dans la littérature, c'est la technique qu'on appelle le NEO. Donc, la technique NEO, en fait, va nécessiter un petit peu plus d'opération que les techniques de seuillage simple. Donc, par exemple, l'opérateur NEO requiert de calculer finalement la puissance 2 de l'échantillon courant, mais aussi de garder en mémoire l'échantillon précédent et aussi de connaître l'échantillon suivant. Donc, ici, il faut décaler un petit peu notre signal pour que ça fonctionne. Donc, c'est le signal au carré moins la multiplication du signal précédent fois la multiplication du signal suivant. Donc, l'opérateur NEO permet, grosso modo, de faire ressortir finalement l'amplitude des potentiels biologiques quand ils se produisent, alors que quand il y a du bruit, on va garder le signal bruité bas, après avoir appliqué l'opérateur NEO. Donc, il y a aussi l'opérateur MTO. Celui-là, en fait, c'est pratiquement la même chose que NEO, tout simplement qu'au lieu d'avoir un retard et une avance d'un seul élément, ici, ben, on peut choisir une variable K. On peut déterminer finalement la largeur d'efficacité de notre opérateur NEO. Donc, on lui a donné un nom différent. Celui-là, c'est le MTO. Donc, ça ici, c'est des opérateurs qui sont très efficaces, NEO et MTO, ça fonctionne très bien. Une autre technique, c'est une technique basée sur le filtrage. Donc, en fait, sur des convolutions. Donc, l'idée, c'est de connaître a priori les formes d'onde générales qu'on désire détecter. Et c'est de faire une cross-convolution de notre signal qu'on enregistre en temps réel avec une banque de filtres, donc une banque de signaux qu'on connaît, que nos signaux biologiques doivent ressembler à ça. Donc, en faisant la cross-convolution avec les signaux qu'on cherche à détecter dans notre signal, bien, c'est facile. En faisant la cross-convolution, on va avoir des pics qui vont apparaître lorsque le potentiel va être généré, finalement. Lorsque le potentiel va être capté par votre système d'acquisition. Donc, bon, il y a la convolution du signal avec une banque de filtres, il y a la convolution de l'amplitude du signal avec une banque de filtres, donc c'est tout simplement faire la valeur obtenue du signal puis convoluer la valeur absolue du signal. Puis, on peut aussi faire une variante qui est de convoluer la valeur de l'opérateur NEO avec une banque de filtres. Donc, on applique NEO pour chacun finalement des échantillons qu'on reçoit, puis on convolue ça au lieu de convoluer le signal lui-même. Donc, on voit ici la flèche de la complexité. Tout dépendamment de ce que vous voulez réaliser dans votre système embarqué, vous avez du choix. Donc, si vous voulez avoir un système qui fonctionne bien, mais qui n'est pas nécessairement meilleur, mais qui a l'avantage d'être ultra simple, puis que vous pouvez faire rouler, par exemple, sur plein de canaux d'acquisition en parallèle, mais les algorithmes basés sur le seuillage peuvent être une bonne solution. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus efficace, mais qui consomme plus d'énergie, donc qui nécessite un peu plus d'opérations, ici on a des multiplications à faire. Les opérateurs NEO et MTO peuvent être intéressants. Et puis, bon, si vous avez beaucoup de puissance de calcul, puis vous savez a priori vos formes d'onde que vous voulez détecter ressemblent à quoi, l'option basée sur des filtres aussi fonctionne très bien. Donc maintenant, un petit peu plus de détails sur les algorithmes de seuillage. Donc, par exemple, le seuillage positif, c'est vraiment simple. On a notre signal biologique, on applique un seuil, puis on compare finalement l'amplitude de notre signal avec ce seuil-là. C'est tout. En fait, le seuillage positif, ça peut tout simplement dire que notre seuil est positif. Donc, le seuillage négatif, mais c'est l'inverse. En fait, on prend un seuil qui est négatif. Bon, évidemment, les performances d'un seuillage positif et d'un seuillage négatif vont vraiment être très, très dépendantes du type de signal avec lequel on travaille. C'est évident. Là, si on a un signal qui n'a pas beaucoup de composantes négatives et qu'on utilise un seuillage négatif, on s'attend à ce que ça fonctionne pas bien. Bon, une technique peut-être plus robuste,
qui ne nécessite pas beaucoup plus de calcul, c'est de faire le seuillage en valeur absolue. Donc, ça, c'est en fait, ici, on voit la valeur absolue du signal qui est présenté ici. Donc, on prend la valeur absolue, puis on applique un seuil positif sur la valeur absolue du signal. Donc, c'est mieux parce que ça permet de détecter à la fois l'occurrence de potentiel négatif et de potentiel positif avec un seul seuil. Donc, maintenant, pour ce qui est de l'opérateur NEO, ben, vous voyez un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc, on a un signal ici des potentiels d'action, donc des neurones qui se dépolarisent. En appliquant l'opérateur NEO, donc on obtient un signal où ce que vraiment où ce qui se produit, où ce que la pente est la plus abrupte de notre signal, lorsqu'on a une variation rapide de notre potentiel biologique, on voit que pouf, on obtient des pics à ces endroits-là. Puis le bruit, lui, finalement, il n'est pas vraiment amplifié par l'opérateur NEO. Donc, vraiment, les dérivés sont vraiment amplifiés. Donc, ça, c'est intéressant. On voit vraiment ici que le SNR du signal, une fois qu'il a été passé dans NEO, est augmenté. Donc, ici, l'opérateur NEO est moins rigoureux sur le seuil requis. Alors que les algorithmes basés sur la valeur absolue, par exemple, ben, ça prend un seuil optimal. Si je reviens à la diapositive précédente. Donc, ici, comme par exemple, puisque le seuil a été placé, là, ici, la barre rouge, c'est pas un seuil optimal. On voit oui, on détecte les potentiels d'action, mais on voit aussi que le niveau de bruit est proche. Il y a un potentiel ici de détecter du bruit versus détecter des potentiels biologiques, ce qui nous intéresse. Alors, on voit ici avec NEO, c'est beaucoup moins critique au niveau du seuil. On a une plus grosse plage, on peut placer notre seuil dans une plus grosse plage, puis quand même détecter tous nos potentiels. Puis le bruit ici, le plancher de bruit est beaucoup plus loin, donc il y a moins de chances de les détecter. Donc, si vous pouvez utiliser l'opérateur NEO dans vos applications embarquées, je vous le recommande. C'est vraiment un bon détecteur, ça fonctionne très bien pour différents types de signaux. Puis dans l'éventualité où ce que vos signaux varient, mais ne varient pas si rapidement que ça par rapport à votre fréquence d'échantillonnage, il y aurait l'opérateur MTO avec le paramètre K là, sur lequel vous pouvez jouer pour regarder une plus grande fenêtre de dérivée du signal. Donc, ça aussi, ça pourrait être une option à envisager. Donc, maintenant, la détection basée sur des convolutions, sur des banques de filtres. Mais tout simplement, on a notre signal qui rentre en temps réel. Ce qu'il faut faire, c'est convoluer en temps réel avec des signaux dans notre banque de filtres. Donc, ici, par exemple, on aurait 2 signaux qui sont encore une fois des potentiels d'action, par exemple. Donc, on convolue avec cette forme d'onde-là qu'on a flippée, dont on a pris le conjugué. Donc, ici, c'est simple. Le conjugué, finalement, c'est la même forme d'onde. Mais il faut absolument la flipper. On la flippe, on fait une convolution. Puis, voilà, ça nous donne un signal lorsque la forme d'onde est présente, la forme d'onde similaire à la forme d'onde avec laquelle on a fait la fausse convolution. Donc, lorsque c'est présent, on voit ici, on a des pics qui ressortent. Donc, ça ressemble un petit peu à l'opérateur NEO. Alors que si on a des formes d'onde qui ne ressemblent pas à la forme d'onde avec laquelle on a fait notre convolution, ben, dans ce cas-là, le pic va être moins élevé ou il n'y aura pas de pic du tout, là. Donc, en fait, l'algorithme NEO et l'algorithme basé sur les convolutions nécessitent quand même d'avoir un seuil. On ne s'en sort pas quand on fait de la détection. La plupart du temps, on a besoin d'un seuil. Donc, c'est obligatoire. Il n'y a pas, à ma connaissance, il y a très peu de techniques là, qui ne nécessitent pas de seuillage. Donc, ici, on a beau avoir des pics, on a beau faire ressortir de notre signal original la position de nos potentiels biologiques, mais il faut quand même appliquer un seuil pour savoir, un threshold, pour savoir exactement quand est-ce qu'on a une détection. Donc, la question, comment calculer un seuil de détection optimal? Dans tous les cas, on a besoin d'un seuil. Donc, un opérateur qui est souvent utilisé pour calculer un seuil de bonne qualité, c'est l'opérateur MAD. L'opérateur MAD, ce qui est intéressant, c'est qu'il va générer une approximation d'écart type du bruit contenu dans le signal. Donc, si on a un signal où on a des potentiels une fois de temps en temps, mais que le reste du signal est bruité, l'opérateur MAD va être très bon pour estimer l'écart type du bruit du signal. Okay, du bruit. Non pas l'écart type des potentiels, vraiment que le bruit. Donc là, une fois qu'on a appliqué notre opérateur MAD, ça nous donne une estimation de cet écart type-là. On peut prendre un multiple de l'écart type du bruit. Si c'est du bruit blanc, par exemple, on peut prendre un multiple de cet écart type-là. Puis, on va dire, ça, c'est notre seuil. On va utiliser ça comme étant un seuil. Je suis confiant qu'avec un écart type, par exemple, j'ai 30% de chance que le bruit dépasse mon écart type. Donc, en prenant 3 fois l'écart type, on tombe peut-être à 99% de chance que ce qu'on détecte, ça ne soit pas du bruit. Donc, on peut faire des statistiques sur ça, puis garantir des certains taux de détection avec l'opérateur MAD. Donc, ça, c'est très intéressant. Bon, le désavantage, c'est qu'il faut calculer une médiane.
Okay? Donc, il faut prendre une médiane sur une certaine fenêtre temporelle de notre signal. On recueille une fenêtre temporelle de notre signal, on fait la valeur absolue de cette fenêtre, de chacun des échantillons dans la fenêtre temporelle, on prend la médiane, puis on divise par 0,6745. Okay? Ou on peut faire l'opération avant, donc on peut finalement, ça revient au même. En fait, ici, la division, on peut la sortir et la mettre en avant de la médiane. C'est même optimal de faire ça. Une autre technique qui, bon, peut-être un peu moins efficace, je dirais, que l'opérateur MAD, mais qui est moins complexe, on n'a pas de calcul de médiane à faire, c'est de calculer en fait la valeur RMS du signal sur une certaine fenêtre. La valeur RMS du signal va quand même nous donner une bonne idée où se situe le plancher de bruit. Puis ensuite, on prend un multiple de la valeur RMS de notre fenêtre temporelle. Donc, cette technique-là, bon, requiert de calculer la valeur RMS. Donc, c'est quand même, là, ça nécessite quelques calculs. Il y a une racine carrée. Bon, ça fonctionne bien, la valeur RMS. Dans la mesure du possible, si c'est possible pour vous d'appliquer l'opérateur MAD, c'est très bon. Même, il y a des programmes là, vraiment de détection de potentiel biologique de signaux neuronaux, par exemple, qui sont basés sur l'opérateur MAD, sur des programmes commerciaux, ça fonctionne vraiment bien. Donc, voilà. Maintenant, ces techniques-là ici, là, MAD, puis calcul de la valeur RMS, ça fonctionne très bien lorsqu'on fait du seuillage en valeur absolue, en valeur positive ou en valeur négative. Bon, maintenant, si on veut calculer un seuil optimal avec les algorithmes NEO et MTO, ben, grosso modo, c'est un peu la même affaire. Il y a la technique 5 avec l'opérateur NEO, qui pourrait aussi être appliquée sur les signaux directement, là, si on a un seuil en valeur absolue, positif ou négatif. En fait, c'est de faire la moyenne du signal sur une certaine période, sur une certaine fenêtre temporelle. Donc, on fait la moyenne de l'opérateur NEO là, sur une fenêtre de taille n. Ça nous donne un nombre, puis on prend un multiple de cette moyenne-là, puis ça nous donne notre seuil. Bon, technique relativement simple aussi. Ou, encore mieux, on peut appliquer l'opérateur MAD directement sur les échantillons produits par l'opérateur NEO. Puis voilà, ça va nous donner finalement, grosso modo, une approximation de l'écart type du bruit qui a été généré à la sortie de l'opérateur NEO. Donc, quand le bruit du signal rentre dans l'opérateur NEO, le bruit est comme transformé, là, puis ça devient un bruit un petit peu plus basse amplitude que les pics où ce que ça situe nos signaux biologiques. Donc, ce bruit-là, ben, il y a une certaine écart type. Donc, l'opérateur MAD ici va nous donner une approximation de cet écart type-là. Donc, on peut encore une fois prendre un multiple 3, 4 fois, 5 fois l'estimation d'écart type, puis ça nous donne un seuil qui est tout à fait approprié. Maintenant, quel est le multiple qu'on prend? Ça dépend vraiment du niveau d'agressivité qu'on va aller chercher sur nos détections de signaux. Si vous voulez juste détecter des beaux potentiels qui ont un super de bon SNR, vous pouvez y aller avec un multiple plus élevé, 5, 6, 7, 8. Alors que si vous voulez vraiment manquer aucun potentiel, quitte à détecter un petit peu de bruit, bien, vous pouvez y aller, être moins agressif sur votre multiple, puis prendre 2, 3 fois la valeur de l'estimation d'écart type. Donc, bon, le problème, évidemment, de ces techniques-là pour calculer des seuils optimales, c'est la complexité. Donc, une stratégie, je dirais, qui est plus efficace pour estimer l'écart type du bruit, plus efficace que l'opérateur MAD, c'est une technique basée sur une boucle de rétroaction. Donc, ça, c'est une technique que j'ai développée pendant ma maîtrise il y a quelques années et qui est utilisée maintenant abondamment dans différents systèmes embarqués. C'est une technique qui ne nécessite pas, en gros, de calcul de médiane. Donc, ça, c'est quand même un avantage intéressant. Puis, c'est une technique aussi qui permet de calculer un seuil optimal basé sur l'estimation des parties du bruit en continu. Donc, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir accumulé une certaine fenêtre de signal là, avant de procéder au calcul du seuil. Ici, le calcul du seuil optimal se fait en continu. Donc, en gros, la façon que ça fonctionne, c'est que l'algorithme ici, la boucle de rétroaction, qu'on voit ici, que j'encercle avec ma souris, tente de converger vers le nombre d'échantillons dans notre signal qui est au-dessus de notre estimation de l'écart type. Okay? Donc, ce qu'on veut, c'est estimer l'écart type. Puis la boucle de rétroaction ici va venir se loquer finalement sur une certaine valeur qu'on a préfixée sur un certain pourcentage d'échantillons supérieur à notre écart type estimé. Donc ici, ce
finalement, l'entrée du système, c'est la consigne. Donc, statistiquement parlant, ça, c'est pas un nombre qui est sorti de nulle part, là. Par exemple, je veux que 31,73% de mes échantillons, en fait, je veux que 31,73% de la valeur absolue de mes échantillons biologiques que je recueille, je veux que 31,73% seulement soit au-dessus de mon estimation de l'écart type. Okay, je vais revenir plus tard, c'est tout sort ce nombre-là. Donc, je rentre une consigne. Maintenant, je calcule un signal d'erreur. Okay, le signal d'erreur étant la sortie de ma boucle de rétroaction. J'ai rien. Donc, on calcule un signal d'erreur. On intègre ce signal d'erreur-là. Ça nous donne un signal à la sortie. Le signal qu'on a à la sortie de l'intégrateur ici, on va venir le comparer avec la valeur absolue de notre prochain échantillon de signal biologique qu'on recueille. Donc, je compare cette valeur-là avec la valeur absolue. Si la valeur absolue du signal est plus grande que la sortie de l'intégrateur, la sortie du comparateur est à 1. Sinon, la sortie du comparateur est à 0. Donc, ici, on a un bit stream à la sortie du comparateur constitué de 1 logique et de 0 logique. Donc, au fur et à mesure qu'on recueille des échantillons de signaux biologiques, on a des 0,1, 0,1, 0,1. Puis quand on a un 1, ça veut dire que l'amplitude de notre signal est plus grande que notre estimation d'écart type. Quand on a un 0, ben c'est le contraire. Donc, ici, le nombre de 1 par rapport au nombre de 0, le pourcentage de 1 par rapport au nombre de 0, nous indique combien d'échantillons qu'on a au-dessus, finalement, de notre valeur, de notre écart type estimé. Donc, la sortie ce que j'appelle le démodulateur, c'est tout simplement un fil passe-bas. Donc, la sortie du fil passe-bas va nous donner le nombre d'échantillons qui sont au-dessus de la valeur de l'écart type en pourcentage. Donc, c'est ce qu'on a dans la rétroaction de notre boucle ici. Donc, ça nous permet de nous générer un signal d'erreur. Nous, ce qu'on veut, en gros, c'est que la sortie du démodulateur converge vers 31,73%. Tant aussi longtemps qu'on n'a pas convergé vers ça, ben, l'intégrateur ici continue à intégrer. Puis, si on laisse le système aller, le système à un moment donné va se stabiliser, va tomber en régime permanent. Et la sortie de notre intégrateur va devenir l'estimation de notre écart type. Okay? Juste en ayant pris une consigne de 31,73%, à un certain moment donné, la sortie de notre intégrateur va converger vers la bonne valeur pour que la sortie du démodulateur soit elle aussi de 31,73%. Donc là, la sortie de l'intégrateur, pour un certain temps, est l'estimation de l'écart type du bruit contenu dans le signal. On prend la sortie de l'intégrateur, on multiplie par un gain, un facteur d'agressivité, et voilà, on obtient notre seuil. Donc, on accumule des échantillons, la boucle de rétroaction finit par se stabiliser. Après un certain temps, on a un threshold, un seuil qui est optimal. Donc, d'où sort le 31,73%? C'est pas compliqué. On prend, ici, là, je vous ai dit, on prend l'amplitude de notre signal neuronal, pas neuronal, mais notre signal biologique. Donc, on prend l'amplitude de notre signal biologique. Le fait de prendre l'amplitude d'un signal, si on considère qu'entre les potentiels biologiques, on a du bruit et que ce bruit-là est blanc. Donc, si on prend la probabilité, en fait, la fonction de probabilité, la fonction de densité, probabilité de l'opérateur en valeur absolue appliquée sur du bruit blanc. Donc, on obtient la courbe ici. Donc, ça, c'est la courbe de probabilité que l'amplitude, en fait, que l'amplitude de notre bruit blanc, c'est la probabilité finalement que l'amplitude de notre bruit blanc a. Donc, on voit ici que l'amplitude de notre bruit blanc a plus de chances d'avoir une faible amplitude. Puis, basé sur ça, basé sur cette fonction de densité-là, on sait, en fait, qu'il y a un écart type, donc un écart type de cette fonction de densité ici, que j'ai mis en pointillé rouge, on a 31,73% finalement de chances que la valeur absolue de notre bruit soit au-dessus de l'écart type. Donc, c'est pour ça ici que finalement, moi, je voulais que la sortie de mon intégrateur converge vers une estimation d'écart type. Donc, en rentrant 31,73% comme étant ma consigne, bien, automatiquement, la boucle de rétroaction ici va converger vers une estimation d'écart type. Si j'avais voulu, j'aurais pu, au lieu de prendre 31,73%, j'aurais pu prendre comme consigne 4,55%. Et au lieu de converger vers une estimation de l'écart type du bruit, ben, j'aurais convergé vers 2 fois l'estimation de l'écart type. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de complexité là, en termes de calcul. Il n'y a pas de valeur médiane. Le démodulateur ici peut être implémenté de façon super simple, juste avec un compteur. On a juste à compter le nombre de 1 qu'on a dans notre bitstream. Et voilà, c'est réglé. Il y a moyen d'optimiser ici pour qu'il y ait 0 multiplication
zéro division, puis que tout soit fait finalement avec quelques additions et quelques soustractions, puis au final, on obtient une estimation des particules. Donc, je vous donne littéralement l'implémentation, si on veut, pratiquement du pseudocode de comment vous pourriez implémenter cet algorithme-là de façon très optimisée. Donc, c'est le bloc diagramme qui est ici, vous montre toutes les étapes à réaliser. Et bon, je vous montre aussi la version circuit. La version circuit est intéressante parce qu'on voit qu'on peut implémenter un algorithme de calcul de seuil d'estimation d'écart type, basé sur l'estimation d'écart type, juste avec quelques portes logiques, avec des portes N, avec un buffer circulaire, avec quelques mémoires, des bascules D. Bon, ça se fait de façon très, très simple. Bon, j'ai mis des références si vous voulez consulter pour avoir plus de détails sur ces deux implémentations-là. Si jamais dans le cadre de votre projet, dans le cours, vous avez besoin d'un seuil, bien, vous pourriez vous amuser à essayer d'implémenter mes algorithmes. Qui sont brevetés d'ailleurs, ça a été breveté par l'Université Laval en 2016. Donc, bon, le même algorithme, je vante un peu mon algorithme, étant donné que c'est quelque chose sur quoi j'ai travaillé pendant ma maîtrise. Là. Donc, cet algorithme-là est implémenté, la version hardware est implémentée dans un circuit CMOS, qu'on voit ici, qui fait à peine 1 mm par 1 mm, puis qui traite 10 canaux de signaux neuronaux en parallèle. Donc, c'était assez simple pour que je puisse implémenter 10 fois le même circuit, puis que ça puisse rouler à une cadence de 20 kHz par circuit, donc dans quelque chose qui est aussi petit que 1 mm par 1 mm. Puis vous voyez un petit peu ici en rouge, je voulais montrer un peu le comportement du seuil. C'est un seuil, ce qui est le fun, c'est qu'il va venir se placer automatiquement en fonction du niveau de bruit. Donc, si le niveau de bruit augmente, le seuil va augmenter. Donc, automatiquement, vos détections vos faux positifs augmenteront pas. Vos fausses détections augmenteront pas parce que le threshold va devenir un petit peu plus haut, un petit peu plus agressif, donc il ne sélectionnera pas le bruit comme étant des potentiels. Donc, c'est ça qui se passe ici. Là, ça, c'est un signal parce que j'ai modifié de façon artificielle le SNR pour augmenter le niveau de bruit, juste pour vous démontrer en fait qu'est-ce qui se passait là. Donc, ici, on a des signaux neuronaux, des potentiels d'action qui rentrent. Donc, le seuil en rouge est quand même assez bien placé. Là. Il fait une bonne détection. On voit que le plancher de bruit est beaucoup plus bas. Puis là, pouf, de façon artificielle, j'ai augmenté le bruit. Et on voit ici que le seuil va se mettre à augmenter pour justement pas détecter le bruit contenu dans le signal, mais bien des potentiels. Donc, on va venir se placer tout seul. Bon, après ça, là, j'ai fait redescendre le bruit. Après ça, je l'ai fait redescendre. Mais on voit que le seuil continue de suivre le plancher de bruit. C'est ce qu'on veut. Puis bon, l'algorithme que j'ai implémenté ici de détection, c'était basé sur la valeur absolue du signal, tout simplement. Je n'avais pas implémenté de Nero. J'étais allé avec la version la plus simple. Lorsque vous implémentez un détecteur, ça peut être un détecteur qui existe déjà ou ça peut être une nouvelle version que vous avez inventée, puis que vous voulez maintenant le benchmarker. Vous voulez savoir votre algorithme se situe comment par rapport aux algorithmes qui existent déjà. Bon, le métrique, ça s'appelle le Receiver Operating Characteristic, c'est le ROC. Le ROC est quand même, je dirais, facile à calculer. Okay? Ce que vous faites, premièrement, ça vous prend des échelles. Ça vous prend des signaux ou ce que vous connaissez, l'occurrence exacte de vos potentiels. Ça, c'est très important. Donc, ça vous prend des signaux que vous connaissez pile où se trouvent les biopotentiels. Maintenant, vous allez prendre votre algorithme. Vous allez choisir un seuil très bas, un seuil de détection très bas. Votre algorithme, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être en détection en valeur absolue, ça peut être basé sur la convolution avec les banques de filtres, ça peut être le NEO, ça peut être un algorithme que vous avez inventé. Puis là, ce que vous allez faire, vous allez prendre le seuil parce que tous les algorithmes nécessitent un seuil. Vous allez partir à zéro, votre seuil, puis vous allez le monter progressivement. Donc, vous mettez votre seuil à zéro, vous roulez votre algorithme sur vos signaux, vous allez faire plein de détections, plein de fausses détections d'ailleurs. Si le seuil est à zéro, vous allez détecter plein de trucs pas bons. Donc, vous faites ça. Là, vous allez calculer le nombre de vrais positifs. Donc, combien de vrais potentiels que votre algorithme a détecté et combien de faux potentiels que votre algorithme a détecté. Donc, il va détecter des bonnes formes d'onde, il va détecter des mauvaises formes d'onde, votre algorithme. Vous faites ça. Vous augmentez le seuil un petit peu. Vous refaites la même procédure. Puis là, vous continuez, vous augmentez. Au final, vous allez être capable, pour les différents seuils que vous avez choisis, d'avoir plusieurs points et de tracer les faux positifs en fonction des vrais positifs. Donc, c'est ça, le Receiver Operating Characteristic. Ça va vous donner une courbe où ça va nécessairement ressembler à ça ici. Là, vous allez avoir très, très peu de faux positifs proches de zéro. Puis là, bon, après ça, vous allez voir la courbe va augmenter, vos vrais positifs vont augmenter, et ainsi de suite.
Puis, bon, grosso modo, c'est ça. Fait que, dans le fond, la première fois que vous allez rouler l'algorithme avec un seuil très bas, vous allez probablement mesurer le point ici qui est au bout. Après ça, vous allez augmenter un petit peu votre seuil, vous allez obtenir le point d'à côté, puis là, ça va y aller comme ça, vous continuez, jusqu'à ce que vous obteniez, à un moment donné, un pic où ce que vous allez avoir un nombre très élevé de vrais positifs et vous allez avoir finalement un nombre très bas de faux positifs. Puis là, vous allez savoir, OK, mon algorithme, le seuil optimal est à cet endroit-là. Bon. C'est ça le Receiver Operating Characteristic. Ce qu'on veut, là, c'est que dans la région où les faux positifs sont bas et que les vrais positifs sont hauts, on veut que notre algorithme, finalement, soit le plus haut possible. On veut qu'il soit le plus proche de 1 pour les vrais positifs, on veut qu'il soit le plus proche de 0 pour les faux positifs. En gros, c'est ça. Donc, on voit ici, en gris, c'était l'algorithme Néo. Ben, c'est pas compliqué. Ici, on a l'algorithme Néo qui génère les meilleurs résultats là, pour toutes les techniques que j'ai utilisées. Bon, juste pour un petit peu un petit historique là, sur cette figure-là. Ici, j'avais testé Néo. J'avais testé la valeur RMS du signal, MAD1, MAD2. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'était basé sur les algorithmes RMS, MAD1, MAD2 étaient basés sur la détection en valeur absolue du signal, donc avec un threshold sur la valeur absolue du signal. Je calculais, par exemple, la valeur RMS, puis j'appliquais mon seuil sur la valeur RMS du signal. Donc, ici, c'était pour comparer les différentes techniques. Mais ce que vous devez retenir, c'est, grosso modo, à quoi ça sert le Receiver Operating Characteristic, puis comment on le calcule. Bon, j'ai une deuxième figure ici qui est intéressante parce que le Receiver Operating Characteristic ne dit pas tout. Par exemple, il ne parle pas de la complexité de l'algorithme. Par exemple, Néo est plus complexe que la détection en seuillage à valeur absolue 5. Okay? Donc, moi, j'avais conçu une fonction de coût là, pour être capable d'estimer, finalement, d'avoir une meilleure idée de la performance de l'algorithme par rapport au Receiver Operating Characteristic. Donc, ici, c'est une fonction de coût qui prend en considération la complexité de l'algorithme, donc l'aire sous forme de circuit qui est utilisé par l'algorithme, ainsi que la consommation énergétique de l'algorithme pour, encore une fois, là, différents vrais positifs ou faux positifs. Donc, la formule de ma fonction de coût là, est ici. Là. J'avais mis des poids là, qui étaient W1, W2, W3, W4. Donc, grosso modo, dans la formule, il y a les true positifs, donc les vrais positifs, les faux positifs. Il y a ici l'aire du circuit, donc AI, AJ, là, si je me souviens bien, c'était l'aire estimée de l'algorithme sur une surface de silicium par rapport à l'algorithme le plus simple. Puis, même chose ici, la puissance dissipée par l'algorithme par rapport à la puissance dissipée de l'algorithme le plus simple. En gros, c'était ça. Donc, ici, j'avais une meilleure estimation. Maintenant, passons à la compression numérique des potentiels biologiques. Donc, un lien Bluetooth, qui est le lien probablement le plus utilisé là, dans les systèmes embarqués pour capter des signaux biologiques, là, pour les transmettre, là, ça a un débit effectif d'à peu près 1 mégabit par seconde. Donc, le Bluetooth avec 1 mégabit, c'est quand même bien. Il y a d'autres protocoles qui existent, comme le Zigbee, le ENT, qui sont des protocoles low energy, qui ont des débits encore moins élevés que ça. Donc, avec un débit, par exemple, de 1 mégabit par seconde, si on fait l'acquisition de signaux neuronaux, okay, donc, un débit typique pour les signaux neuronaux, si on les échantillonne à 20 kg échantillons par seconde, ça va être environ 320 kilobits par seconde de données qu'on va devoir transmettre sur notre lien sans fil. On voit tout de suite un problème. Donc, clairement, on ne peut pas augmenter à plus de 3 canaux d'enregistrement simultanés sur un lien sans fil, donc c'est impossible. On va dépasser notre 1 mégabit par seconde effectif. Même, je vous dirais que 2 canaux simultanés d'acquisition, donc les signaux provenant de 2 électrodes pour les signaux neuronaux, par exemple, ça ne passerait pas sur le lien sans fil. Ça, c'est qu'un exemple pour les signaux neuronaux, mais ça serait le même phénomène, par exemple, pour les signaux EMG. Si on va enregistrer plusieurs EMG en plusieurs points, à faire de l'enregistrement EMG haute résolution, on aurait exactement le même problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on veut utiliser un lien Bluetooth dans notre application, puis quand même avoir tous nos signaux, tous nos canaux? Donc, l'idée, c'est de compresser. Okay. Premièrement, on peut appliquer les techniques de détection qu'on a parlé tout à l'heure. On peut détecter les biopotentiels. Une fois que les biopotentiels sont détectés, dans certains cas, ça ne compresse pas suffisamment. Donc, on peut appliquer une compression supplémentaire sur les biopotentiels détectés ou sur le signal en entier pour réduire la quantité de données à transmettre. Donc, bon, ça ici, c'est un exemple. Là. On a un biopotentiel. Dans ce cas-là, c'est un potentiel d'action. Ça peut être aussi un potentiel EMG. Là. Ça ressemble beaucoup. Là.
Donc, on a un potentiel qui est sur m bits. On compresse, on a un flux de données que, temporellement, le flux de données, souvent, ne veut rien dire. On doit décompresser au niveau de la station de base, donc au niveau du PC. On décompresse. Finalement, on retrouve notre biopotentiel décompressé sur m bits. Donc, on avait m bits au départ, on transmet un signal compressé sur n bits, on décompresse, puis on retrouve notre m bit original. Donc, le taux de compression, c'est pas compliqué, c'est m sur n. Donc, la technique la plus simple pour compresser des données, évidemment, c'est tout simplement de réduire le nombre de bits. On a des échantillons sur X nombre de bits, ben, on enlève de la qualité, on enlève les bits les moins significatifs. Voilà, on compresse, on transmet ça. Ça fonctionne. Bon, on peut voir juste avec la figure qui est ici que ce n'est pas une technique optimale. C'est vraiment très mauvais, en fait. Si on a un potentiel d'action sur 8 bits, on le compresse, on le met sur 5 bits. On voit que le signal reconstruit ici, il n'est pas beau. Ce n'est pas du tout la même chose que le signal original. Lorsqu'il y a des petites variations de signal, on voit que ça sort tout croche dans le signal décompressé. Là, c'est vraiment pas beau. Donc, si en plus, on a juste un taux de compression de 1.6, c'est vraiment pas bon. On peut faire beaucoup de données, c'est pas efficace. Mais ça reste une technique de compression qui peut fonctionner. Si vous avez des signaux, par exemple, qui sont échantillonnés sur 16 bits, puis que vous, les 4 bits les moins significatifs ne vous intéressent pas parce que c'est des bits qui sont dans le bruit, ben enlevez-le. Vous allez enlever ces bits-là, vous allez compresser votre signal un petit peu, puis voilà, ça va faire le travail. Mais si votre nombre de bits pour les signaux que vous enregistrez est adéquat, alors réduire le nombre de bits, ben, ça va juste dégrader la qualité de votre signal. Une autre technique super simple qui peut être utilisée pour diminuer finalement la quantité de données à transmettre, c'est de réduire le pas de quantification, donc réduire le nombre de bits, non pas des échantillons eux-mêmes, mais de réduire le nombre de bits, finalement, de la différence entre deux échantillons successifs. Donc, on fait la dérivée, puis ce qu'on va réduire comme nombre de bits, c'est le nombre de bits de la dérivée. Donc, on s'attend à ce que notre signal biologique, quand on passe d'un échantillon à l'autre, il n'y ait pas une si grande variation que ça entre deux échantillons subséquents. Donc, on peut tirer profit de cette propriété-là, puis représenter sur moins de bits la différence entre deux échantillons successifs, puis ça fonctionne. Donc, un exemple qui est donné ici, on voit le signal qui est sur 8 bits original. On fait la dérivée, donc on applique la formule qui est donnée ici. Donc, c'est tout simplement l'échantillon courant moins l'échantillon précédent. C'est plus compliqué qu'on formule. Ici, c'est important, on prend le premier échantillon de notre signal compressé comme étant le premier échantillon du signal, parce que là, si on veut reconstruire juste avec des dérivés, ça ne fonctionne pas. Ça nous prend un point de départ, notre premier échantillon, donc il faut le conserver. Donc, mais pour les échantillons subséquents, donc de I vaut 1 jusqu'à grand N, on prend la dérivée. On a la dérivée, on réduit le nombre de bits de la dérivée. Ça nous donne un signal dans ce cas-là sur 5 bits qui ressemble à ceci. Ensuite, lors de la reconstruction, on fait juste appliquer la formule qui est donnée ici. Donc, on fait juste finalement additionner les échantillons. On fait juste additionner finalement tous les échantillons compressés qu'on a reçus. Et voilà, au fur et à mesure, on reconstruit notre signal. Donc, la formule est vraiment très simple. Puis là, on peut voir que pour le même taux de compression que tout à l'heure, un taux de compression de 2.6, la qualité de la reconstruction est vachement meilleure que ce qu'on avait précédemment. Okay? Donc, l'idée ici, c'est d'utiliser la propriété que la variation d'un échantillon à l'autre dans notre signal n'est pas grande, puis que ça se représente bien sur un nombre de bits plus petit. C'est ça l'idée. Pour certains signaux, ça ne fonctionnerait pas bien si votre signal varie de façon instantanée, très rapide, que le contenu fréquentiel est très élevé. Là, ça va moins bien fonctionner. Mais bon, moi, je trouve que pour un taux de compression de 1.6, c'est quand même très acceptable. Au niveau simplicité, parce que là, il faut se dire, c'est simple, ça demande juste de faire des soustractions. La reconstruction aussi est super facile. Dans un de vos projets, si vous décompressez, vous voulez une technique qui est simple, qui a quand même des bons résultats, vous pouvez l'essayer. Ça s'implémente très bien en langage C. Il n'y a pas de problème. Donc, une petite note ici importante. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, il faut garder le premier échantillon, donc l'échantillon de départ, le premier point, il faut le partir. Il faut l'avoir parce que si on veut que la formule ici de reconstruction fonctionne, ça nous prend absolument, il faut conserver le X de 0 en pleine résolution. Lui, il ne faut pas y toucher. Puis les résultats vont être meilleurs si le signal est normalisé. Donc, une fois qu'on a fait la dérivée de notre signal, avant de réduire le nombre de bits, ça va fonctionner vraiment mieux si vous prenez la dérivée maximale que vous avez dans votre signal. Vous avez fait la dérivée, vous prenez la dérivée maximale, puis toutes vos dérivées, vous divisez par la dérivée maximale, donc vous normalisez.
Puis c'est cette valeur normalisée-là que vous mettez sur moins de bits. Ça va fonctionner vraiment mieux. Bref, vous pourrez l'essayer dans vos projets si ça vous intéresse de faire de la compression. Mais votre reconstruction faisant ça va être meilleure, tout simplement parce qu'on va venir, comme ça le dit, on va venir normaliser, ce qui fait que la plus grande variation qu'on va avoir, la plus grande variation, donc la plus grande dérivée normalisée, ça va être 1, tout simplement. Donc là, ça nous donne évidemment un ordre de grandeur connu de notre dérivée, étant donné qu'on l'a normalisé. Donc, je vous ai dit un petit peu plus tôt dans la capsule que j'allais aborder la technique Compress Sensing, qui est une technique qui est de plus en plus populaire. Elle est populaire, vous allez voir pourquoi, c'est simple au niveau du transmetteur. Par contre, c'est une technique que beaucoup de personnes appliquent sans nécessairement connaître les aspects mathématiques derrière, parce que c'est vraiment des trucs de mathématiciens plus complexes à saisir. Là. Pour les ingénieurs électriques, on est moins habitués de travailler avec des matrices, avec toutes sortes de propriétés. Là. Mais quand même, je vous la présente aujourd'hui. Comme ça, vous pourriez l'essayer dans MATLAB de votre côté, si vous voulez. Vous seriez peut-être capable de faire fonctionner la compression en Compress Sensing suite à la capsule d'aujourd'hui. Donc, Compress Sensing, c'est basé sur 2 concepts clés. C'est ce qu'on appelle la sparsity. Okay? Quand on dit qu'un signal est sparse, ça veut dire que le signal a peu de coefficients de grande amplitude, mais beaucoup de coefficients de faible amplitude. Et c'est aussi basé sur l'échantillonnage incohérent. Donc, ça veut dire l'échantillonnage incohérent, c'est qu'au lieu de prendre des échantillons successifs, donc avec votre ADC, vous allez échantillonner votre signal biologique. Donc, normalement, vous êtes habitué, vous prenez un échantillon derrière l'autre. Mais là, ici, l'échantillonnage incohérent, c'est que vous allez prendre de façon aléatoire des échantillons dans votre signal. Vous n'allez pas prendre des échantillons successifs. Donc, comment que ça marche du côté compression? Donc, du côté système embarqué, comment ça fonctionne? Donc, on a notre signal. Excusez-moi, je vais essayer de décrire dans mon écran. Okay. Vous avez le signal X qui est un vecteur. Donc, supposons que vous avez fait une détection de potentiel biologique. Vous avez détecté un signal cardiaque, peu importe. Le signal, on le voit comme étant un vecteur. Donc, ce signal-là, vous allez le multiplier par une matrice phi. Okay. La matrice phi, c'est une matrice aléatoire. C'est une matrice qui contient des 0 et des 1. Dans le fond, c'est ce que je vous disais tantôt par rapport à l'échantillonnage incohérent. La matrice phi va vous permettre de sélectionner certains coefficients de façon aléatoire. C'est tout. Donc, vous multipliez par phi, vous obtenez le signal Y, en fait le vecteur Y, qui est votre signal compressé, donc qui va comprendre certains échantillons qui vont garder leur valeur, puis d'autres échantillons à 0. Les échantillons à 0, on ne les transmet pas, on va juste transmettre les échantillons qui ont gardé leur valeur. C'est pas plus compliqué que ça. On fait la multiplication de X par une matrice aléatoire en prenant seulement des 0 et des 1. Vous pouvez voir que c'est relativement simple. Bon, là où ça se casse, c'est lorsqu'on essaie de comprendre comment tout ça fonctionne, puis comment on reconstruit finalement au niveau de la station de base, au niveau du PC. Bon, premièrement, la matrice, ici, la matrice phi, on peut la séparer en 2. Donc, on peut la séparer, excusez-moi, pas la matrice phi, j'ai fait une petite erreur. Excusez-moi, le vecteur X, on peut le séparer en 2 éléments. On peut le séparer par la matrice, ça c'est la matrice psi. On peut montrer que X peut équivaloir à la matrice psi multipliée par le vecteur alpha. Donc, la matrice psi, grosso modo, c'est une matrice qu'on va appeler de parcimonie optimale. Alors que le vecteur alpha, ça va être le signal sparse, dans le fond, le signal X représenté dans une base où le signal est sparse. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir ça. On a le signal X qui est un vecteur qui contient des éléments temporels. Eh bien, alpha, c'est la représentation de X dans une base où X est sparse, donc où X a peu d'éléments de grande amplitude et beaucoup d'éléments de faible amplitude. Alors que la matrice de transformation, ici, c'est la matrice psi. Cette matrice-là de transformation, on va l'appeler la matrice de parcimonie optimale, qui permet de faire la transition entre le vecteur alpha et le vecteur X. Donc, bon. Ceci étant dit, on peut mettre ensemble, on peut merger, si je peux dire en anglais, on peut merger la matrice aléatoire et la matrice de parcimonie optimale pour obtenir finalement la matrice θ qui est ici. Donc, on peut réécrire tout ça, puis on peut dire, bon, ben, le signal compressé Y égale à θ fois finalement notre vecteur alpha, qui est le signal X dans sa base de parcimonie optimale. Donc,
pourquoi je vous explique tout ça? C'est plus pour au niveau de la reconstruction. Okay. Donc, ce que la station de base reçoit, c'est le vecteur Y, le vecteur compressé. Donc, on a fait le lien ici entre Y, entre θ puis alpha. Donc, en connaissant Y, eh bien, on peut, en théorie, obtenir une approximation de alpha. Okay. Donc, on a Y, qui est notre signal compressé, on le reçoit, puis ce qu'on cherche, c'est reconstruire alpha, parce qu'il y a un lien direct entre alpha et notre vecteur X qu'on désire reconstruire. Donc, l'idée, ici, évidemment, c'est de prendre on peut venir isoler le paramètre alpha, alpha tilde, on peut l'isoler, puis on peut dire, bon, regarde, alpha tilde, ben, c'est tout simplement, c'est θ à la pseudo-inverse de θ multiplié par Y. Ça, on peut faire ça. Parce que θ, ben, on sait c'est quoi. Dans le fond, θ, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la matrice de parcimonie optimale qu'on suppose qu'on connaît. Et la matrice aléatoire qu'on connaît aussi. Donc, θ, on le connaît. Mais il faut a priori connaître la matrice de parcimonie optimale. Bon, ça, cette phase-là nécessite un entraînement. J'en dis un petit mot tout à l'heure. Mais supposons qu'on a entraîné notre algorithme, on connaît la base de la matrice de parcimonie optimale, on connaît notre matrice aléatoire qui a été utilisée pour compresser le signal au niveau du transmetteur. On connaît θ. Donc, on peut retrouver finalement alpha tilde. Bon, mais ça, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour reconstruire finalement reconstruire X. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, parce que alpha tilde n'est pas une approximation précise de alpha. Okay? Ici, c'est pas. Ici, θ, c'est une pseudo-inverse, c'est pas une matrice inverse. Là. Donc, on a une approximation d'alpha, mais c'est pas suffisant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler un algorithme là, qui va minimiser la norme L1. Je n'ai pas tous les détails mathématiques par rapport à ça, mais en roulant cet algorithme-là, on va être capable finalement d'aller chercher un alpha approx qui est une bonne approximation finalement de notre alpha original. Donc, si on connaît alpha, donc une approximation d'alpha, une bonne approximation d'alpha, eh bien, on peut, comme je disais tout à l'heure, retrouver notre vecteur X original. Donc, le lien, on l'a directement, en fait, on l'a directement ici, là. On connaît toutes les matrices. On connaît c'est quoi la matrice de parcimonie optimale, on connaît notre matrice aléatoire, on connaît notre approximation d'alpha. On peut déduire cette relation-là ici. Donc, en connaissant la matrice de parcimonie optimale, on la multiplie, cette matrice-là, par notre approximation d'alpha, et on obtient donc, voilà un petit exemple là, de ce qui se passe au niveau du côté transmetteur. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a notre vecteur X, qui est tout simplement un vecteur à une dimension, qu'on multiplie par une matrice aléatoire là, n par m. Donc, ici, on a un vecteur de 1 par n. Donc, on multiplie par une matrice n par m aléatoire. Et on va obtenir notre signal Y, peut-être de 1 par m. Donc, côté récepteur maintenant, ça c'est côté transmetteur, vous voyez, c'est simple, une matrice aléatoire là, avec des 0 et des 1, c'est pas compliqué. Côté récepteur, maintenant, on fait les opérations que j'ai dit tout à l'heure. Finalement, on va isoler notre alpha tilde, tout simplement en prenant finalement la matrice, la pseudo-inverse de la matrice θ. On connaît finalement notre matrice aléatoire utilisée pour compresser. On a trouvé préalablement notre matrice de parcimonie optimale, par exemple avec un entraînement, avec un algorithme de type KSVD. Donc, ça, c'est le côté un petit peu plate de compress sensing. Donc, il faut entraîner avant avec des signaux connus. Une fois qu'on est entraîné, bon, là, on a notre matrice de parcimonie optimale, donc on peut trouver la matrice θ. Donc là, c'est ça. Fait qu'on peut isoler ici notre alpha tilde. Ensuite, on roule l'algorithme de minimisation de la norme L1 donc pour affiner notre approximation de alpha. Donc, grosso modo, la minimisation de la norme L1 va itérer finalement sur l'équation qui est θ fois alpha tilde pour minimiser finalement l'erreur sur Y. Donc, au final, à la fin, on multiplie notre alpha approximation, donc notre approximation de notre signal original dans une base parcimonieuse, on va multiplier ça par la matrice de parcimonie optimale et on obtient notre approximation de X. Donc, ça fait théorique un petit peu tout ça. Si jamais vous voulez vous essayer à implémenter l'algorithme compress sensing dans MATLAB, j'ai mis un lien là, vers le toolbox en fait, là, qui pourrait vous intéresser. Là. Notamment là, ici, là, vous avez la fonction de minimisation de la norme L1.
En fait, c'est une des seules fonctions, je crois, qui n'est pas de base directement dans MATLAB. Donc, vous pouvez la trouver ici, ce fichier-là, qui permet de faire la minimisation de la norme L1. Puis vous pourrez, si vous voulez, dans vos projets respectifs, là, essayer d'implémenter Compressed Sensing. C'est ultra efficace. On peut obtenir des taux de reconstruction excellents avec peu de coefficients conservés là, avec la matrice aléatoire. Là. Ça fonctionne bien. Sauf que si vous tombez sur des biopotentiels qui ont une forme complètement différente que les signaux que vous avez utilisés pour entraîner votre algorithme KSVD, par exemple, pour trouver la matrice de parcimonie optimale, si vous avez un biopotentiel qui sort, sa reconstruction va être mauvaise. Donc, il faut quand même avoir eu un entraînement qui couvre toutes les formes générales des biopotentiels qu'on désire compresser. Sinon, l'algorithme Compressed Sensing a des résultats assez mitigés. Donc, un autre algorithme intéressant pour faire de la compression des biopotentiels, c'est des algorithmes basés sur des transformants en ondettes. Donc, ici, j'introduis une technique qui est basée sur un transformant en ondettes de type Simlet2 de 4 niveaux. Donc, pourquoi Simlet2? Pourquoi pas un autre type d'ondelette? C'est tout simplement parce que la Simlet2 est simple. Okay? Elle se conceptualise bien, alors que les ondelettes d'ordre supérieur sont plus compliquées. Donc, il y a la Simlet 1 qui est encore plus simple que la Simlet 2, mais bon, la Simlet 2, en général, donne de meilleurs résultats. Comment ça marche, transformer en ondelette? On peut voir ça, en fait, comme étant une succession de filtrages passe-bas et passe-haut, suivis d'étapes de décimation. Donc, c'est tout. Concrètement, c'est ça qui est implémenté dans votre système embarqué. C'est que des filtrages passe-bas, filtrages passe-haut. Comment ça marche? On a, par exemple, un potentiel. Donc, ici, encore une fois, ça peut être un potentiel d'action. Je vais le dessiner. Donc, ça ici, ça peut être un potentiel d'action, peut-être un ECG, ça peut être n'importe quel biopotentiel. Donc, ça, c'est notre forme d'onde originale. On applique un fil passe-bas sur cette forme d'onde. Une fois qu'on a appliqué notre fil passe-bas, on décime d'un facteur 2. Donc, on garde un échantillon sur 2. Donc, on fait le passe-bas. Notre fil passe-bas va couper à peu près à pi sur 2. Donc, on va couper à peu près la moitié des fréquences. On décime d'un facteur 2. Ensuite, les coefficients résultants du filtrage vont être passés à l'étage suivant de la transformation en ondette. Là, je vous ai dit que c'était une transformation en ondette discrète, Simlet 2 de 4 niveaux. Donc, on passe les signaux qui ont été finalement filtrés et décimés à l'étage suivant. Sur le même signal, on va appliquer un fil passe-haut. On applique un fil passe-haut, mais là, c'est l'inverse. On va garder finalement, on va garder le contenu fréquentiel, grosso modo, de pi sur 2 à pi. Ensuite, on décime d'un facteur 2, encore. Les résultants, les coefficients qui résultent sont les coefficients de notre transformant en ondette. Mais là, vu qu'on a fait une décimation de facteur 2, bien, on obtient la moitié des coefficients qu'on avait au départ. Donc, c'est pour ça ici qu'on voit que la quantité de données, bien, c'est comme la moitié du vecteur qu'on veut. Ensuite, on refait la même étape. On prend la forme d'onde ici qui a été filtrée passe-bas, qui a été décimée. On réapplique un fil passe-bas dessus, le même fil que précédemment. On décime d'un facteur 2, puis on passe les coefficients résultants à l'étage suivant. Même chose, on applique le fil passe-haut sur cette forme d'onde-là. Ça va nous donner encore des coefficients de la transformation en ondette. Donc, on continue comme ça. On applique fil passe-haut, passe-bas. Ça nous donne des coefficients à chaque niveau. Donc, on obtient des coefficients, on obtient des coefficients. En fait, ici, on en obtiendrait une moitié là. Je pense qu'il y en a ici qu'on ne voit pas, là. Mais vous voyez un petit peu l'idée, là? Fil passe-haut, fil passe-bas, fil passe-haut, fil passe-bas, fil passe-haut. À chaque étape de filtrage, on décime. Puis la sortie du fil passe-haut décimé contient les coefficients de la transformation en ondette. Donc, là, ici, ce qui est important de noter, pourquoi on peut compresser en faisant ça? Par exemple, la Simlet 2, la forme d'onde de l'ondelette, la mother wavelet, qu'on appelle la wavelet mère, là, elle ressemble à ça. Okay? Donc, le filtre, en fait, le filtre a cette forme d'onde. Puis, ce qui est intéressant ici, c'est que la forme d'onde du filtre ressemble à un potentiel biologique. Ça peut être un potentiel d'action, ça peut être un ECG, peu importe. Ça ressemble à ça. Donc là, filtrer passe-haut, ici, revient à la même chose que de faire une convolution, en fait, une corrélation croisée, pardon. Ça revient à la même chose que de faire une corrélation croisée avec la forme d'onde que j'ai pointée ici. Donc là, ce qui est le fun, c'est qu'en faisant cette corrélation croisée-là, lorsque notre forme d'onde va rencontrer une forme d'onde similaire, on va avoir un pic. Okay. Donc, on s'attend à ce que la sortie de notre fil passe-haut soit constituée de quelques pics
et de coefficients de faible amplitude. On s'attend que la sortie de notre fil passe-courbe soit sparse, pour reprendre l'expression que j'ai introduite tout à l'heure avec le compress sensing. Puis, tu sais, on le voit ici. Par exemple, la sortie de notre fil passe-courbe, on a peut-être 2 coefficients d'intérêt ici pour le premier niveau. Si on regarde le premier niveau, on a peut-être 2 coefficients d'intérêt. Ensuite, si on regarde le deuxième niveau, ben, on a peut-être celui-là qui sort du lot. Le reste sont beaucoup plus petits. On continue. Ici, on en a un qui est beaucoup plus grand. Bon, là, on arrive à la fin, puis les coefficients, l'amplitude a augmenté. À force de filtrer, là, nos filtres ont un gain. Donc, les coefficients ici ont augmenté. Donc, l'idée ici, c'est de générer un signal qui est sparse dans le domaine des onglets, donc qui est parcimonieux dans le domaine des onglets. Et je vous dis tout de suite, ces coefficients-là, qui ont une plus grande amplitude, encodent beaucoup d'informations sur la forme d'onde originale, versus les coefficients qui ont une faible amplitude, qui en encodent beaucoup moins. Puis c'est logique, parce qu'en faisant notre corrélation croisée, on a identifié où se trouvait à peu près la forme d'onde qui ressemble à notre filtre avec lequel on a fait la corrélation croisée. Donc, on a identifié sa position, on sait qu'il est à cet endroit-là. Donc, cette information-là est super pertinente. Mais le reste l'est beaucoup moins. Donc, maintenant, on prend notre forme d'onde originale, on fait notre transformée en ondelet de type similarité. On obtient plein de coefficients, peu de coefficients de grande amplitude et beaucoup de coefficients de faible amplitude. On fait une sélection dynamique des coefficients, donc on peut décider, bon, ben, je garde juste les coefficients qui sont au-dessus d'un certain seuil, ou encore mieux, je garde les X plus grands coefficients. Donc ça, c'est intéressant. On peut dire, on peut obtenir un taux de compression fixe en disant, bon, ben, je garde juste les 5 coefficients sur 50, par exemple, qui ont l'amplitude la plus élevée, puis le reste, je les mets à zéro, je les transmets pas. Donc, ça, c'est la première étape de compression. Donc, on va rejeter les coefficients de faible amplitude, on va garder juste les coefficients d'amplitude supérieure. Une fois que ça c'est fait, ce qu'on peut faire, en tout cas, moi, la technique que je propose et que j'ai implémentée dans mes systèmes, c'est que les coefficients conservés premièrement, sont normalisés. Donc, je prends le coefficient le plus grand, puis je divise tous les coefficients par la valeur du coefficient le plus grand. Donc, j'obtiens des coefficients finalement qui sont entre moins 1 et 1. Ensuite de ça, je vais réduire le pas de quantification des coefficients que j'ai conservés. Donc, mettons que le signal original était sur 16 bits, bien, au lieu de garder des coefficients sur 16 bits, je vais réduire le nombre de bits, par exemple, 8 bits, 6 bits, des coefficients. Donc, moi, c'est la technique que j'ai implémentée. Donc, si on fait ça, bien, le taux de compression est donné par la formule ici. Ça ici, c'est pour des formes d'onde qui ont 48 échantillons, donc des potentiels d'une longueur de 48 échantillons, originalement sur 16 bits. Donc, on a la formule. C'est 48 échantillons fois 16 bits, qui est le nombre de bits original de notre signal, divisé par 48 bits. Je vais vous dire pourquoi 48 bits. Plus 16 bits, je vais vous expliquer ça aussi, plus n étant le nombre de coefficients qu'on a conservés, fois q, le nombre de bits de quantification de chaque coefficient conservé. Donc, qu'est-ce que c'est 48 bits ici? 48 bits, c'est un tableau qui représente la position, en fait, c'est un tableau de 0 et de 1, qui dit à quel endroit les coefficients ont été conservés et à quel endroit les coefficients ont été rejetés. Parce que quand on compresse de cette façon-là, on va recevoir un data stream composé de coefficients, mais les coefficients, on ne saura pas nécessairement où les replacer avant de reconstruire. Donc, cet array-là va nous permettre de replacer les coefficients correctement au bon endroit, puis d'aller mettre des zéros aux endroits où les coefficients n'ont pas été sélectionnés parce que leur amplitude était plus petite. Si on n'envoie pas cet array-là, dans ce cas-là, 48 bits, si on ne l'envoie pas, ben oui, on reçoit des coefficients, mais on ne sait pas où ils vont. On ne sait pas où les mettre finalement. On ne connaît pas leur position originale, donc on ne pourra pas reconstruire la forme d'onde correctement. Donc, c'est pour ça le 48 bits ici. Et le 16 bits, étant donné que je dis que je faisais une normalisation, donc le 16 bits correspond au coefficient d'amplitude maximale qui, lui, est transmis en pleine résolution afin si on veut, de dénormaliser quand on reçoit les données compressées. Parce que là, on reçoit des coefficients qui sont compris entre 1 et moins 1. Mais dans les faits, au départ, il n'était pas en 1 plus moins 1. Donc, il faut prendre les coefficients et les multiplier par le coefficient d'amplitude maximale. Donc, bon, ça, c'est une implémentation possible de cet algorithme de transformer en ondelet que j'ai implémenté dans une puce CMOS. Là. Donc, ici, bon, on reçoit la forme d'onde. Souciez-vous pas de ce qui est ici. Là. On reçoit la forme d'onde. On passe ça dans un algorithme de transformer en ondelet de type lifting. Bon, bref, le lifting, c'est juste une technique pour implémenter des fils de façon le plus efficace possible en hardware. Ensuite, les coefficients de transformer sont passés dans un arbre de tri. Donc,
Donc, ça ici, au lieu de regarder, de comparer tous les coefficients un à un pour savoir combien de coefficients, en fait, quels coefficients qu'on garde et quels coefficients qu'on ne garde pas, j'avais créé un arbre de tri qu'au fur et à mesure que les coefficients sont créés, bien, on les trie dans l'arbre. Puis à la fin, quand on reçoit le dernier coefficient de la transformée, bien, ils sont tous triés. Donc, si on veut garder les n plus grands coefficients, bien, on a juste à prendre les n plus à gauche, les n coefficients les plus à gauche dans l'arbre, par exemple. Puis c'est réglé. Donc, la partie du milieu, c'est à ça que ça sert, le tree sorting. Puis finalement, il y avait comme 3 étages, là. La transformée en ondelette, l'étage de triage. Ensuite, il y avait l'étage de compression là, qui faisait la normalisation des coefficients, la diminution du nombre de bits de quantification, la création de l'array de 48 bits. Donc, c'était une technique que j'ai implémentée finalement en pipeline avec les 3 étages. Maintenant, on a vu quelques techniques pour compresser, mais bon, il faut savoir aussi comment quantifier nos différentes méthodes de compression pour pouvoir les comparer. Juste dire cette méthode-là est meilleure, visuellement c'est plus beau, c'est pas suffisant. Si on écrit un article scientifique, clairement, on ne peut pas dire ah c'est plus beau, puis le monde va prendre ça, tu caches, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut quantifier. Donc, une métrique qui est utilisée, qui est couramment utilisée, c'est le Signal to Noise and Distortion Ratio. Donc, la formule est donnée ici dans la diapositive. Là. Donc, c'est vraiment pas compliqué. On prend notre signal original, on fait sa norme euclidienne, donc on fait juste calculer la norme du vecteur. On divise par, finalement, en fait, on divise par le vecteur, on divise par le vecteur qui a été décompressé. Ceci, c'est signal compressé. Excusez-moi, j'ai eu une petite hésitation parce qu'en fait, c'est décompressé. Donc, on a notre signal qui est reconstruit, qui a été décompressé. On soustrait de ce vecteur-là le vecteur original, puis là, on refait la norme euclidienne de ça. On prend finalement le logarithme en base 10, on fait 20 log de ça, et voilà, on obtient le SNDR. Donc, je pense que la formule parle assez de soi. Là, le terme ici en dessous, c'est va représenter l'erreur entre le signal original et le signal compressé, tout simplement. Donc, plus l'erreur est petite, plus notre SNDR va être grand. Donc, bon, moi, j'ai fait des comparaisons là, de quelques algorithmes pour quantifier leur performance. Là, c'est des résultats qui ont déjà été publiés. Moi, ce que je voulais montrer avec la figure ici de gauche, là, en gros, c'est que la technique basée sur la transformée en ondelette était meilleure, en tout cas, était beaucoup plus robuste que la technique compress sensing. Donc, si on regarde les courbes ici, donc la courbe en rouge, c'est la technique basée sur la transformée en ondelette. Donc, ici, on voit le SNDR, c'est en dB. Puis ça ici, en fait, l'axe X, c'est le taux de compression. En fonction du taux de compression, on peut voir c'est quoi finalement le SNDR moyen. Donc, on voit la courbe ici en rouge, c'est ce que j'ai obtenu avec la transformée en ondelette. En gris, la courbe en gris ici dans le milieu, c'est la même chose, mais pour l'algorithme compress sensing. Bon, les ondes de couleur en arrière représentent ce que j'appelle la covering zone, donc représentent pour chacun des potentiels sur lesquels j'ai testé mon algorithme, pour chacun des potentiels où il se situait. Tu sais, par exemple, mettons que dans mon dataset, j'avais 100 formes d'ondes. Donc, pour chacune des formes d'ondes, je n'ai pas obtenu, par exemple, pour un taux de compression de 3, je n'ai pas obtenu 30 dB. Il y a certaines formes d'ondes que j'ai obtenues peut-être 35, d'autres que j'ai obtenues peut-être 20. Donc, le covering zone montre le pire cas et le meilleur cas. Donc, le meilleur cas est en haut, le pire cas est en bas. Donc, si on regarde la zone qui est en bleu pâle, c'est la covering zone de la transformée en ondelette. Donc, on voit que la covering zone est quand même petite. Il y a peut-être une variation de peut-être 5 dB, plus ou moins 5 dB, ce qui veut dire que toutes mes formes d'ondes, une fois qu'elles ont été décompressées, avaient un SNDR à plus ou moins 5 dB de 30, dans ce cas-là ici de 30 dB, là, donc, en tout cas de la courbe rouge. Alors que compress sensing, c'est en gris foncé. Donc, c'est la grosse courbe qui est ici. J'ai eu des super de belles reconstructions. On voit ici, là, même pour des taux de compression élevés, par exemple, un taux de compression de 8, j'obtenais du 30 dB, même plus 35 dB. Mais j'avais aussi du très mauvais. Donc, j'avais des trucs. La variation du SNDR était vraiment beaucoup plus grande avec compress sensing. Moi, ce que ça me démontre ici, c'est que la transformée en ondelette, on peut quasiment garantir que la qualité de la construction va être bonne. Alors qu'avec compress sensing, pas toujours. C'est ça l'idée. Bon, ça, c'est une courbe pour vous montrer un signal original versus un signal reconstruit. Le signal original ici, ça, c'est un potentiel d'action. D'ailleurs, c'est un vrai potentiel d'action enregistré dans le cerveau d'une souris. Là. En noir, c'est le potentiel original, puis en rouge, c'est le potentiel décompressé avec la transformée en ondelette. Ici, le taux de compression est peut-être 4.2. On voit que la reconstruction est vraiment excellente. Même, je dirais que ça l'a enlevé du bruit dans le signal original. Puis ça, c'est une des particularités de la compression par ondelette, c'est que les coefficients de faible amplitude qu'on retire
contiennent de l'information majoritairement sur le bruit. Donc, si on les enlève, on fait du denoising. On enlève le bruit littéralement dans notre forme d'onde. C'est fort probable que visuellement, après avoir compressé et décompressé une forme d'onde via la transformante en ondelette, que notre forme d'onde décompressée soit plus belle que l'original parce qu'on a enlevé le bruit. Ça, évidemment, c'est un des avantages. Bon, la technique de compression par transformant en ondelette, je l'ai implémentée dans toutes sortes de systèmes avec composantes discrètes avec FPGA. Donc, ça, c'est vraiment des vraies formes d'onde. On voit en rouge ici la forme d'onde qui est décompressée par noir, la forme d'onde originale. Mais ça a aussi été implémenté dans un circuit intégré, le même que ce que j'avais parlé tout à l'heure, où je disais que j'avais fait de la détection sur 10 canaux. C'est le même circuit intégré. Donc, le circuit fait de la détection, mais après, les potentiels détectés sont passés au module de compression, puis la même puce fait de la compression par transformant en ondette. Bon, là encore quelques échantillons de SNDR avec forme d'onde originale et forme d'onde compressée. Là, on voit que c'est vraiment excellent. Puis, au niveau complexité, oui, il y a un certain niveau de complexité, mais quand même, il n'y a pas beaucoup de multiplication, il n'y a pas beaucoup de... En fait, il n'y a aucune division, c'est que des additions presque. Donc, ça s'implémente quand même bien là, dans un système embarqué. Bon, ça ne bat pas la simplicité. Donc, allons-y avec le dernier segment du module, donc le classement numérique des potentiels biologiques. Donc, quand on veut classer des formes d'onde dans un système embarqué ou dans un ordinateur, peu importe, il y a toujours 2 étapes très importantes. Première étape, réduction de la dimensionnalité. Deuxième étape, regroupement des formes d'onde entre elles. L'étape de réduction de la dimensionnalité est essentielle parce que ça permet de réduire le nombre de données à traiter. Donc, si par exemple, on a des formes d'onde sur, je ne sais pas, 100 points, on a nos biopotentiels sont sur 100 points. On veut classer ces biopotentiels-là, des formes d'ondes similaires, on veut les mettre ensemble. Si on prend 100 points, puis on prend les 100 points, puis on feed ça à un algorithme de regroupement, l'algorithme de regroupement va être très lent, ça va prendre beaucoup de temps de cruncher les données, donc ça ne fonctionne pas bien. Donc, l'étape de réduction de la dimensionnalité est critique, puis aussi, elle permet d'exprimer les formes d'onde dans une base qui va mettre en valeur les différences. Donc, si 2 formes d'onde dans une base temporelle, il y a une légère différence entre elles, on le voit visuellement, elles sont légèrement différentes. L'algorithme de regroupement ne sera peut-être pas capable de voir cette différence-là dans des signaux qui sont temporels. Par contre, si on prend ce signal-là et on le met dans une base différente, il est fort probable que cette différence-là qu'on voyait visuellement ressorte beaucoup plus dans une autre base, que ce soit beaucoup plus facile de classer les formes d'onde. Donc, la réduction de la dimensionnalité, oui, ça sert à réduire la complexité, mais aussi à mettre en évidence les différences dans nos formes d'onde dans une base qui est plus appropriée. Donc, un exemple qui est montré ici, j'ai un paquet de formes d'onde de biopotentiels superposés les uns sur les autres. On regarde ça, en fait, on les regarde, puis on ne sait pas ce que c'est. Ça a l'air d'être un gros moton de forme d'onde. Alors que si on effectue l'étape de réduction de la dimensionnalité, on passe dans une base appropriée. Ici, je suis passé dans une base et j'ai retenu, par exemple, 2 composantes principales de cette base-là. On voit que, j'ai différents petits tas, et ces différents petits tas-là correspondent à des formes d'onde similaires. Donc, dans ce cas-là, j'ai effectué un algorithme qui s'appelle la Principal Component Analysis, la PCA, que je vais parler dans les prochaines diapositives. Et j'ai gardé 2 éléments de la PCA, les 2 éléments les plus significatifs, et ça m'a donné les petits tas de points qu'il y a là. Ensuite, je peux prendre ces données-là, les passer à l'algorithme de regroupement, et l'algorithme de regroupement va les mettre ensemble, il va détecter que, bon, ben ici, je vais tirer mon annotation. Donc, ici, j'ai une forme d'onde, là, j'en ai une, là, j'en ai une, là, j'en ai une. Peut-être que j'en ai une ici. Puis ça va aussi permettre de voir que ce qui se trouve ici, là, c'est peut-être des outliers, c'est peut-être du bruit, c'est peut-être pas des belles formes d'onde. Donc, grosso modo, le classement, ça sert à mettre les formes d'onde entre elles qui se ressemblent. Puis des fois aussi à rejeter des formes d'onde qui sont des outliers, donc qui se produisent pas souvent, qui pourraient être du bruit, par exemple. Donc, voilà. Fait que moi, les formes d'onde que je vous ai montrées dans la diapositive précédente, une fois qu'on les a regroupées entre elles, avec un algorithme quelconque, l'algorithme de regroupement de notre choix, on voit clairement là, ici qu'on a plusieurs formes d'onde complètement différentes. Lorsqu'on les classe avec des couleurs, là, on voit là, ici clairement 4 formes d'onde différentes. Là. On voit très bien la belle petite forme d'onde rouge qu'on a ici. On voit la verte en arrière. On voit la noire. Puis on voit la bleue qui est complètement différente en arrière, là, qui est comme ça.
Donc, un algorithme de réduction de la dimensionnalité qui est très populaire, qui est encore couramment utilisé, qui date de quelques années, mais quand même, c'est toujours utilisé, ça fonctionne bien. C'est la Principal Component Analysis. Donc, la PCA, c'est un algorithme qui est sans supervision, va chercher une base optimale qui permet de représenter les coefficients avec le plus de variabilité. Donc, on a une forme d'onde, on exécute l'algorithme PCA, l'algorithme va cruncher les données, va chercher une base qui permet de mettre le plus en évidence la variabilité de nos différentes formes d'onde dans cette base-là. Ensuite, une fois qu'on a fait la PCA va nous retourner finalement un vecteur qui a la même longueur que notre signal original. Il suffit de classer ce vecteur-là en ordre croissant ou décroissant, tout dépendamment. Décroissant, par exemple. Puis on garde les premiers coefficients, on peut en garder 2, on peut en garder 3, et on va utiliser ces coefficients-là pour classer nos formes d'onde. Okay. Donc, la PCA, évidemment, c'est un algorithme qui est assez compliqué. Là. Je ne vais pas donner les détails ici. Là. C'est un algorithme qui est implémenté dans MATLAB. Ce n'est pas un algorithme qui est temps réel. Là. C'est un algorithme qu'une fois qu'on a recueilli nos données, bien, on roule la PCA, puis on peut faire du classement suite à ça. Donc, on recueille 1 heure de données, par exemple. On détecte les potentiels, on peut les compresser. Ensuite, on passe ça à l'algorithme PCA. Ensuite, on passe à l'algorithme de regroupement. Et voilà, on a nos formes d'onde qui sont classées. Ouais, pour la PCA, c'est pas mal ça. Donc, une autre technique, autre que la PCA, que moi, je préfère personnellement, c'est une technique qui est basée sur les transformés en ondelettes. Donc, tantôt, j'ai expliqué un petit peu comment la transformée en ondelette fonctionne. Là. À chaque étage de notre transformée en ondelette, je vous expliquais tout à l'heure qu'on avait une étape de filtrage et qu'on avait une étape de décimation. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que chaque étage de la transformée en ondelette essaye de reproduire finalement la forme d'onde originale, mais avec 2 fois moins de points. On file passe-bas, on décime. On file passe-bas, on décime. Donc, chaque étage reproduit la forme d'onde originale, mais avec 2 fois moins de points. Donc, implicitement, la transformée en ondelette, quand on y pense, nous fait une réduction de la dimensionnalité. Si on prend, par exemple, le 3e niveau de la transformée en ondelette que je montrais tout à l'heure, si on a 48 points à l'entrée, on a un niveau potentiel sur 48 points, on fait notre transformée en ondelette, on prend le 3e niveau, bien, on obtient un vecteur de 6 éléments. C'est pas pire, on est passé de 48 points à 6 éléments. Puis ce vecteur-là reproduit grossièrement notre forme d'onde originale. Donc, il y a un lien là, finalement entre le vecteur, la forme du vecteur, donc où est-ce qu'il pointe dans l'espace à 6 dimensions, il y a un lien avec la forme d'onde originale. Donc, on réalise l'étape de réduction de la dimensionnalité. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc là, ici, je donne des exemples de transformés en ondelette. En fait, je montre le 3e niveau de la transformée en ondelette d'une forme d'onde de différents potentiels d'action. Donc, par exemple, potentiel d'action 1, ça nous donne ça. Potentiel d'action 2, on voit qu'il y a quand même une certaine ressemblance entre les deux. Ils sont pas tout à fait pareils, mais grosso modo, ça se ressemble. Ça monte, ça redescend, ça remonte. Les deux ont le même comportement. Donc, on voit que les vecteurs se ressemblent aussi. Donc, ce que je vous disais, la logique se tient. Même chose pour ces 2 formes d'onde ici, sont complètement différentes des 2 ici, là, mais ils se ressemblent, les 2 dernières, AP3 et AP4. On voit que leur niveau 3 de la transformée en ondelette, ben, c'est un vecteur. Grosso modo, il descend, il remonte. Bon, vous voyez que la forme d'onde, c'est pas pareil, mais ça se ressemble. Donc, c'est un peu comme le nuage de points que je vous montrais tout à l'heure. On avait des nuages de points avec des points un petit peu aléatoires, pognés en paquet. Mais c'est le même phénomène ici, sauf que là, vu que c'est un vecteur à 6 dimensions, évidemment, on peut pas le représenter de façon graphique. Mais vous voyez un petit peu l'idée, on pourrait le voir comme étant un nuage de points en 6 dimensions. Puis, il serait probablement très, très proche. Bon. Une fois qu'on a fait la réduction de notre dimensionnalité, soit par méthode PCA classique ou par une méthode de transformée en ondelette, maintenant, il faut regrouper finalement les formes d'onde. Excusez-moi, il faut regrouper les points qui sont représentés dans une autre base. Il faut les regrouper ensemble. Donc, les points qui sont proches, il faut les mettre ensemble. Donc, un algorithme qui est assez populaire, c'est l'algorithme Comines, qui va essayer de classer les données en X groupes en minimisant une fonction. Donc, souvent, la fonction qu'on va minimiser, c'est la distance entre les vecteurs. Donc, tantôt, que je vous montrais pour le PCA, c'était des vecteurs à 2 dimensions. Comines va essayer de minimiser la distance par rapport au noyau de chaque cluster, donc de chaque regroupement de points. Donc, l'algorithme est donné ici. Donc, ce qu'il va essayer de faire, grosso modo, c'est de minimiser le carré de la norme euclidienne, par exemple. Mais ça pourrait essayer de minimiser un autre paramètre. Dans MATLAB, si vous regardez la documentation sur l'algorithme Comines, vous allez voir peut-être une dizaine de paramètres qu'on peut tenter de minimiser. Donc, l'algorithme Comines
va littéralement itérer là, sur chacune des données pour essayer de trouver le best fit avec tous les points là, par rapport à leur centroïde. Bon, point faible de Cummings, le nombre de groupes doit être connu a priori. Donc, ça, c'est un petit peu plate parce que quand on enregistre des données, souvent, on ne sait pas combien de clusters, donc combien de regroupements il faut qu'on fasse, on ne sait pas. Il faut regarder les données, il faut essayer de caisser, il faut essayer avec différentes valeurs. Donc, ça, c'est pas commode. Là. Puis, bon, toutes les données doivent être disponibles, donc c'est pas un algorithme temps réel. C'est pas un algorithme qu'à chaque fois qu'on a un nouveau potentiel qui est classé, là, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut avoir toutes les données. Parce qu'ici, on le voit, on essaie de minimiser un paramètre. Donc, pour minimiser le paramètre, il faut que toutes les données soient disponibles à ce moment-là. Donc, il y a une stratégie intéressante que j'ai développée. En fait, je donne le lien ici en bas, là, que j'ai développée pour faire du classement temps réel, cette fois-là. Okay, pour remplacer Cummings, qui n'était pas la stratégie que j'ai développée, c'était de considérer le signal de dimension réduite. Donc, par exemple, sortie de ma transformée en ondelette, donc le niveau 3 de la transformée en ondelette, considéré comme étant un vecteur de dimension réduite. Ensuite, pour chaque cluster, si on veut, pour chaque petit tas, si on veut, de forme d'onde similaire, donc je vais appeler ça chaque cluster, je vais générer ce que j'appelle un vecteur moyen. Donc, chaque cluster, dans un espace à X dimensions, a un vecteur moyen qui serait son centre. Donc, ce qu'on va faire, quand on a un nouveau vecteur qui arrive, donc on réduit la dimensionnalité de notre biopotentiel, on réduit cette dimensionnalité. Là, maintenant, il faut l'associer à quel vecteur moyen ou à quel cluster on va l'associer. Donc, c'est simple, on va l'associer au vecteur moyen le plus près. Donc, on imagine un vecteur dans un espace à X dimensions, on va associer le nouveau vecteur au vecteur moyen le plus près. On va maintenant mettre à jour la valeur du vecteur moyen par rapport à ce nouveau vecteur-là qui est d'arriver. Puis, si notre nouveau vecteur est trop loin, finalement, de tous les vecteurs moyens, mais on va créer un nouveau vecteur moyen avec ce vecteur-là, puis ça va être un nouveau centre auquel vont pouvoir venir se greffer, finalement, d'autres vecteurs qui vont être plus tard. Donc, ici, ça, c'est un algorithme qui est non supervisé, donc le nombre de clusters ne va pas être connu a priori. Donc, au départ, quand l'algorithme démarre, on ne connaît pas c'est quoi nos vecteurs moyens. Donc, le premier potentiel qui arrive va être tout de suite associé comme étant un vecteur moyen. Donc, ça va être notre base, notre référence. Les autres vecteurs moyens qui vont arriver, qui vont arriver par la suite vont être soit associés à ce nouveau vecteur-là, ou s'ils sont trop loin, on va créer un nouveau vecteur moyen. Et ainsi de suite, l'algorithme va automatiquement créer des nouveaux clusters, donc des nouveaux vecteurs moyens. Donc, cet algorithme-là, en théorie, si les seuils sont choisis correctement, parce que tantôt, je vous disais, si le vecteur est trop loin, comment on fait pour savoir que le vecteur est trop loin? Ça nous prend un seuil pour déterminer ça. Donc, si on a choisi nos seuils correctement, normalement, l'algorithme devrait converger vers un nombre approprié de clusters. Donc, bon, l'algorithme, on le voit ici, là. En gros, notre vecteur de dimension réduite arrive. On calcule la distance moyenne avec tous les vecteurs moyens. Donc, si la plus petite distance des mines ici est plus grande qu'un certain seuil, si oui, en fait, dans ce cas-là, on va créer un nouveau vecteur. Donc, voici ce qui est marqué ici par Write New Cluster to SRAM. Excusez-moi, ça, j'ai pris cette figure-là dans un de mes papiers où il y avait de la mémoire SRAM, mais vous voyez l'idée. On crée un nouveau vecteur moyen. Ce nouveau vecteur moyen-là va être mis, dans ce cas-là, en mémoire SRAM, mais dans un ordi, il serait mis dans la mémoire RAM. Bon. Dans le cas contraire, si la distance la plus petite est égale ou sous le seuil, on va assigner finalement le nouveau vecteur qui vient d'arriver à son vecteur moyen plus proche. On va mettre à jour la valeur de ce vecteur moyen-là. Ensuite, une fois qu'on a mis à jour la valeur du vecteur moyen associé, on va calculer la distance entre ce vecteur moyen-là qui vient d'être mis à jour et tous les autres vecteurs moyens, parce que ça se peut qu'à un moment donné, l'algorithme fasse converger un vecteur moyen proche d'un autre vecteur moyen. Ça se peut que finalement, deux vecteurs moyens se rapprochent, à un moment donné, il faudrait les fusionner ensemble. Donc, c'est ça l'idée. On va vérifier, après avoir calculé la distance entre ce vecteur moyen-là qui est mis à jour et tous les autres vecteurs moyens. Et là, si on est sous un certain seuil, ça veut dire qu'il faut merger les vecteurs moyens ensemble, donc merger les clusters ensemble. Donc, voilà, on les merge. Donc, et voilà, l'algorithme a convergé. Donc, j'ai un petit exemple ici avec des vecteurs à 2 dimensions. C'est plus facile à conceptualiser. Donc là, on a 2 vecteurs moyens, VM1, VM2. On a une forme d'onde, un biopotentiel. On a réduit sa dimensionnalité à 2 dimensions. Maintenant, ce vecteur-là est ici, c'est le point rouge. Donc,
on va associer le point rouge à son vecteur moyen le plus proche, qui est ici, c'est VM1. Là, on va mettre à jour VM1. Vous voyez, VM1 bouger. On continue. Bon, une nouvelle forme d'onde. Maintenant, on est plus proche de VM2. On les merge. On update la valeur de VM2. Là, oups, on a une forme d'onde qui est un petit peu plus éloignée qui apparaît. Là, on va vérifier si c'est trop éloigné. Donc, on est la distance, la plus petite distance est plus grande qu'un certain seuil. Donc, on va créer un nouveau vecteur moyen. Dans ce cas-là, c'est VM3. Donc, tu sais, c'est pas compliqué. C'est un algorithme qui fonctionne quand même bien. C'est sûr que s'il y a du bruit, si par exemple on détecte des biopotentiels bruités, ça peut venir un petit peu perturber, surtout au début, quand que l'algorithme ne connaît pas encore la position des vecteurs moyens, ça se peut que ça rende le système plus lent avant de converger vers un nombre de clusters appropriés. Si on détecte du bruit tout de suite au début. Après ça, l'algorithme se place, puis si on détecte du bruit, c'est pas grave, c'est quand même assez robuste. Mais au début, c'est là que c'est le plus critique. Donc, je pourrais dire que c'est le désavantage de cette technique-là. Mais aussi le fait qu'on ait besoin de 2 seuils. Faut les déterminer, ces 2 seuils-là. Donc, ça prend une petite phase de préparation pour trouver les seuils optimaux. Mais ça reste que c'est un algorithme qui est assez simple. Puis ça m'a permis de l'implémenter finalement dans le système que je vous montre depuis le début de la capsule. Là. Ça m'a permis d'implémenter ça dans des puces CMOS, puis de faire fonctionner en temps réel sur plusieurs canaux. Donc, on détecte les biopotentiels dans cette puce-là, on compresse les biopotentiels, puis ensuite on réutilise les coefficients de la transformation en ondette pour faire du classement dans l'algorithme que je viens de vous montrer. Donc, moi, je prenais le niveau 3 de la transformation en ondette. Je fais ça à mon algorithme de classement et ça marche. Donc, tout ça, ça a été utilisé évidemment dans des laboratoires de recherche. Là, ici, par exemple, sur la tête de l'animal, on voulait détecter les potentiels d'action, les classer. Puis, en fonction de la détection puis du classement des potentiels d'action, bien, on envoyait des pulses de lumière dans le cerveau de l'animal. Donc, ça faisait un système qui fonctionnait en boucle fermée. Donc, s'il y avait un neurone spécifique qui nous intéressait, bien, on pouvait le cibler grâce au classement, en classant les formes d'onde. On pouvait isoler les formes d'onde qui provenaient d'un neurone spécifique. Puis quand ce neurone-là est actif, on pouvait venir stimuler en rétroaction. Donc, c'est un système qui est très, très puissant. Et tout ça, ça a été réalisé avec les algorithmes que je vous ai montrés aujourd'hui. J'ai une petite vidéo du système, en fait, ce système-là en action. En fait, c'est plus l'interface que je vous montre. Les données sont transmises sans fil par le système. Ensuite, l'interface fait juste afficher finalement les formes d'ondes détectées qui ont été finalement compressées, décompressées et qui ont été classées par le système. C'est pas la démo que je vais vous montrer, là, c'est pas des signaux neuronaux live qui ont été enregistrés dans le cerveau d'une souris. C'est des signaux neuronaux synthétiques que j'utilise pour faire mes tests. Et je pense que ça démontre bien. Là, vous allez voir, les signaux vont rentrer en temps réel. On va les voir défiler. Puis vous allez voir, finalement, dans les petites fenêtres ici de droite, vous allez voir les différents clusters, en fait, les différents potentiels, biopotentiels, qui ont été classés avec une couleur. Vous allez voir, tout ça, c'est fait par les algorithmes que je vous ai présentés aujourd'hui. Vous allez voir, c'est quand même assez puissant. On y va. Donc, là, il y avait un petit problème d'affichage. Là, on voit les biopotentiels en noir là, qui apparaissent. Là. Mais vous voyez, ça, c'est tous ce qu'on appelle les spikes, les potentiels d'action qui ont été détectés. Puis ici, finalement, dans la fenêtre de droite, vous voyez les biopotentiels avec la couleur qui indique dans quel cluster qui ont été mis. La couleur correspond au cluster. Tout ça a été fait automatiquement par le système. Bon, là, je vais faire un petit zoom là, sur les signaux là, pour bien voir qu'est-ce qui se passe. Là. Vous allez voir que les signaux ont vraiment été bien classés en fonction de leur forme d'onde. Premièrement, ils ont été bien détectés. Deuxièmement, ils ont été bien compressés et bien décompressés. Puis troisièmement, ils ont été bien classés. Là. On voit ici, les formes d'onde noires sont pareilles. Tout a été classé ensemble. Les rouges, c'est pas la même forme d'onde, mais ont été classés ensemble. Vous voyez ici un bleu. Donc, vous voyez, c'est quand même, ça peut paraître simple, les algorithmes que je vous ai montrés aujourd'hui, mais on peut faire des choses très puissantes avec ça. On peut surtout faire fonctionner ces algorithmes-là dans des systèmes embarqués qui consomment peu d'énergie. C'est quand même assez robuste. Donc, ça termine ma capsule sur le traitement numérique des signaux. J'espère que vous avez appris quelque chose dans la capsule. Puis, on va se voir en classe. Il va y avoir un atelier. Je vais tenter de faire des exercices avec vous. Puis, ensuite, vous aurez un devoir à faire sur la matière qui a été présentée. Donc, un gros merci de votre attention.